Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac ? Je veux être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler ? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand ? Je veux aller quitter moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? La deuxième de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, donc le crash test est passé, il ne reste plus qu'à confirmer, et pour m'aider dans cette lourde tâche, je suis en compagnie du meilleur joueur de water polo de sa génération, et en même temps c'est le seul que je connaisse. Il n'est pas né dans les années 2000, ni dans les années 90, mais bien dans les années 80. S'il avait pu exister le feat Jimi Hendrix avec Claude François, ce serait son top 1 all of time. C'est accessoirement un de mes meilleurs amis, c'est Hugo Martinez. Salut Hugo. Salut Clément. Ça va ? Bah ça va. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, bonsoir, bonjour, ça dépend de quelle heure on écoute ce podcast, bien évidemment. Aujourd'hui, on va discuter, toi et moi, des études en STAPS et de ton parcours, les choix que t'as pu faire et notamment l'occasion que t'as pu avoir de faire 1 an au Canada. Ensemble, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'est STAPS, finalement, et qu'est-ce qui attire autant de bacheliers dans cette formation, puisque je sais pas si t'étais au courant, mais c'est la 3e licence la plus demandée sur Parcoursup, avec pas moins de 180 000 demandes en 2021. Mais on va aussi se demander qu'est-ce qui débouche de ces études, puisque visiblement, vous ne finissez pas tous prof de sport. Non. Non ? Visiblement, effectivement. Alors, avant de détailler tout ça, est-ce que tu veux bien nous parler de toi et de ton parcours pour en arriver où tu en es à enregistrer ce podcast avec moi ? Et ben moi j'ai un parcours assez simple, on va dire, jusqu'à STAPS. Où j'ai vécu toute ma vie à Montgeron, donc petite ville de région parisienne. Puis je me suis rapidement mis au sport dans ma vie. J'ai commencé avec du judo. Après, j'ai fait du hand. J'ai fait un rapide passage d'une demi-année sur de l'escrime. Pas du tout fructueux. C'était l'époque Star Wars, je pense que. Ouais, c'était un peu matrixé. On était tous passionnés par le combat entre Obi-Wan et Anakin et j'ai voulu essayer. C'était pas fait pour moi. Et puis finalement, après le hand et le judo, j'ai trouvé ma passion pour un sport qui est trop peu connu à mon goût, le water polo. Ouais, je voulais en parler justement un peu après, mais on peut en parler maintenant. Pourquoi ce choix de sport ? Enfin, tu vois. C'est pas comme si c'était ultra médiatisé et bon, après Montgeron, oui, ils ont une équipe, mais c'est pas non plus Marseille ou un truc comme ça, tu vois. Non, c'est sûr, c'était que, comme je disais, j'ai fait du hand. Voilà, ça, je me suis un peu lassé de ce sport-là. Surtout quand on gagnait. On venait chez toi, on te tapait, quoi. C'est ça. Voilà. Puis on va pas se mentir, j'étais pas un très bon joueur de hand. Ah, on se rappelle tous de cette dernière minute où tu t'es raté contre moi. Voilà, c'est ça. On peut le dire. Donc non, j'ai voulu arrêter le hand. Je savais que je voulais continuer dans un sport collectif et je suis allé au forum des associations. Donc à ce moment-là, je devais avoir 13 ans. Je me disais quand même que dans des sports comme le basket, le foot ou même le volley, les équipes elles étaient déjà constituées, que ce serait pas facile de s'intégrer dans un groupe. Et puis ils sont grands aussi. Et puis j'ai vu un stand du water polo. Je suis allé m'enseigner, ils m'ont dit voilà, il y a des places à prendre. Une séance découverte. L'équipe de France t'attend. Donc j'y suis allé. D'ailleurs, je me suis fait une entorse au doigt sur l'entraînement découverte. Oh, ils se sont dit découverte. Bonne découverte. Et là, je me suis dit que c'était un sport qui était fait pour moi et puis bien sûr. Après 9 ans, j'y suis toujours donc. Et alors, donc là tu nous as parlé un peu de ton parcours sportif. Et au niveau de ton parcours scolaire, comment ça s'est passé pour toi ? Parcours scolaire, collège normal. Je suis arrivé, j'ai passé mon brevet. Ensuite, j'ai continué dans le même lycée. Je suis rentré en seconde générale. Après, je me suis orienté sur une première économique et sociale, donc première ES, qui n'existe plus aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça, il y a une réforme. Il y a plus ES, S ou L. Et puis j'ai eu mon bac mention assez bien. On applaudit encore. On applaudit. On le salue. L'option sport qui a aidé. L'option sport, la section européenne espagnole. Voilà, c'était le bon vieux temps. Voilà, le bon vieux temps. D'accord. Et alors maintenant, t'es en STAPS. Exactement. Donc, tout de suite t'as choisi, tout de suite tu t'es dirigé par là. Parce que toute ta vie, t'as fait du sport. Disons que je savais que sur ma période collège-lycée, surtout collège, j'avais pas trop d'idées sur ce que je voulais faire.
J'avais plus ou moins des idées, je savais que je voulais faire un truc qui bouge, pas forcément assis derrière un bureau toute la journée, pas trop savoir ce que je fais. Du coup, j'avais plusieurs idées, pilote de chasse notamment. Et bon, après, du coup, est arrivée la seconde. J'étais pas non plus le plus gros bosseur du monde à l'école. J'ai hésité à prendre une première scientifique. Ouais. Je me suis dit que ce serait peut-être un peu trop compliqué. Et puis, je me suis dit, économique et social, c'est pas plus mal. C'est plus général, on va dire. Ça permet de toucher un peu à tout. Et que si jamais vraiment, je me rends compte que ma passion est ailleurs, je travaillerai 2 fois plus dur pour pouvoir... Et puis finalement, donc en première et terminale, je savais de moins en moins quoi faire. Je savais que j'avais toujours cette passion pour le sport. Et puis arrivé en terminale où il fallait qu'on fasse nos choix, je me suis dit que valait mieux faire mes études dans un domaine qui me plaisait. Au moins j'aurais moins de mal à me mettre au travail ou à trouver la motivation, on va dire. Je me suis rapidement orienté sur un projet en STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives. Il la connaît par cœur. Là, maintenant, qu'est-ce que tu fais actuellement? Là, maintenant, je suis sur un master en management du sport. Donc, j'ai fait les 2 premières années de STAPS, en tout cas dans mon université, elles étaient sur tronc commun, donc on fait tous les mêmes matières. Les 2 premières années, c'est ça? Les 2 premières années. Puis pour ma 3e année, donc je me suis orienté sur une licence en management du sport, j'ai validé ma licence, je suis rentré en master 1 qui est master management du sport, donc pareil, c'est une sorte de tronc commun. Et après, on avait le choix entre 2 masters. Donc, pour rentrer en M2, on avait un choix. Donc, il y avait le master PPSOS, donc politique publique et organisation sportive. Et le master que j'ai choisi, le master SLEM, donc sport, leisure and event management. Sport, loisirs et événements sportifs. D'accord. Management d'événements sportifs. Ok. Et du coup, j'ai opté pour ce master-là. Déjà, la formation, donc le M2 est entièrement en anglais. Je me suis dit que ça pouvait être une opportunité avec dans le monde du travail qui est très anglophone, on va dire, surtout dans le monde du sport. Je savais qu'il y aurait des étudiants étrangers aussi, donc c'était vraiment une opportunité que j'avais envie de tenter, puis c'est passé. Donc voilà. Parce que toi t'es quand même assez tourné vers l'international, puisque t'as quand même fait toute la section européenne. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros c'était des classes spécialisées où donc c'était soit de l'anglais, soit de l'espagnol, donc dans notre lycée, mais qui te permettaient du coup d'approfondir la langue, donc anglais ou espagnol, et pourquoi pas de partir à l'occasion à l'étranger, donc dans un pays hispanique ou alors dans un pays anglophone, pour ceux qui étaient en section européenne en anglais. Pourquoi t'as toujours été tourné vers l'international? Ça t'a toujours attiré? Je sais pas, alors l'époque de la section européenne espagnole, je me souviens que j'avais vraiment une grosse passion pour l'Espagne et la langue espagnole. Bien sûr. Grand supporter du FC Barcelone. Exactement. Puis après voilà, disons que le voyage appelle le voyage, donc au fur et à mesure découvrir des choses par le voyage, ça donne c'est là qu'on se rend compte qu'en fait même pour travailler une langue, il y a rien de mieux que de voyager. Puis j'ai toujours aimé découvrir des choses d'autres pays. Après j'avoue que ces derniers temps, moi je suis beaucoup tourné sur l'Amérique du Nord plus particulièrement, et je pense que ça a plutôt un lien en fait avec les sports aussi que je regarde. Je me souviens quand aux environs de la 4e, j'ai commencé à regarder du football américain. J'ai tout de suite accroché et depuis je suis vraiment de façon assez régulière ce sport-là. Puis j'essaie de regarder aussi les autres sports qui se font en Amérique. Donc. Et est-ce que regarder ces sports-là, tu y réfléchis quand tu le regardes? Évidemment, c'est pour ton plaisir. Mais est-ce que tu regardes ce sport aussi, pourquoi pas, d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire que tu auras des connaissances sur ce sport-là? Ou en France, par exemple, le football américain est pas trop développé, le water-polo est pas trop développé, le baseball est pas trop développé. Est-ce que tu vois ces sports typiquement américains, même si le baseball ça quand même ça cote, ou au Japon par exemple, est-ce que tu trouves que ça pourrait être une plus-value professionnelle? Bah oui, parce que du coup si tu parles sur le marché en France en tout cas, c'est quand même une plus-value, parce qu'aujourd'hui en France des personnes spécialisées dans le monde du sport qui connaissent un minimum au football américain, il y en a pas non plus des masses. Si je prends l'exemple dans ma promo, je suis l'un des seuls qui connaît toutes les franchises, qui connaît quelques joueurs et qui connaissent réellement les règles. Mais je sais pas, est-ce qu'après quand je les regarde, est-ce que je les aborde d'un côté un peu plus professionnel? J'essaye avant tout de prendre du plaisir quand je les regarde. Oui, forcément. Après, c'est vrai que par rapport à, imaginons, une réflexion que va faire un commentateur ou quelque chose, je me dis ouais, ça pourrait être intéressant, ou même quand tu regardes un match, tu te dis ça pourrait être une activation sympa à faire. En France, par exemple, développer ce sport-là en France. Après, tu le vois plus d'un côté professionnel quand tu vas regarder un événement comme le Super Bowl, par exemple. Oui, c'est ça. Tu vas regarder le Super Bowl au football américain, tu vas te dire ouais, quand même, ils font des trucs Alors, certes, la façon de consommer le sport, elle est différente, et c'est ça qui est aussi très intéressant, je trouve. Disons que c'est pas dans la pratique du sport que je vais observer ça d'un point de vue professionnel,
mais ça va plus être dans la consommation du sport. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, si tu observes comment les gens regardent le foot en France, là je parle du football européen, comment les gens regardent le football européen, ça n'a rien à voir avec comment un Américain va consommer sa partie de baseball ou de football américain. Ouais, alors après peut-être que je m'y connais moins, mais qui est beaucoup plus dans l'espèce de fête et d'événements. Plutôt que, tu vois, quand tu vas voir un match, je sais pas, au Parc des Princes ou quoi, c'est vraiment l'activité principale, c'est le match, tu vois. Aux États-Unis, tu vas avoir, je sais pas, pour un match de basket, le concours de dunk ou les spectacles à côté dans l'arène ou des trucs comme ça. Enfin, t'as plus d'activités. C'est ça. Et finalement, c'est le point culminant, c'est le match. Mais tu as plein d'activités autour et c'est vraiment une sortie familiale. Tu passes ta journée, quoi. Tu vois. Bah, aux États-Unis, en Amérique du Nord, ils ont quelque chose qui s'appelle le tailgate. Donc, on pourrait traduire, je pense, par ouverture des portes. C'est les fans qui se regroupent. Des fois, il y a des animations qui sont organisées par des professionnels, mais souvent, c'est les fans qui se regroupent. Donc, ils vont faire des barbecues avant le match, sur le parking. Ça va beaucoup être des trucs comme ça. Après, effectivement, pendant la partie, il va y avoir tout ce qui est divertissement. Faut vraiment que pour qu'un spectateur nord-américain suive un sport, va falloir associer à ça beaucoup de show. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le show, quand on dit le show à l'américaine, c'est vraiment ça, quoi, tu vois. Et puis, c'est aussi même si en France, tu vois, ça coûte un petit billet quand même d'aller au stade et tout, mais t'as vraiment un vrai investissement de la part des Américains qui vont voir un match de football américain ou quoi. Enfin, c'est un petit billet quand même. Alors, faut savoir que c'est super intéressant comme truc, c'est que on va essayer de classer les 4 gros sports aux États-Unis, Canada, qui sont le football américain, le hockey, le baseball et le basket. Si on prend le baseball, c'est vraiment un sport ultra populaire. Quand tu regardes le prix des billets, ça va être entre $15, on va dire $100 pour une place qui est pas trop dégueu. Donc déjà $15. Oui, tu peux y aller. Tu peux y aller. Après, le baseball, c'est un événement, ça va durer très longtemps. La partie elle va être très longue à suivre. Donc, t'en as pour ton argent. Tu vas avoir en fait beaucoup d'allées et venues des différentes personnes. Ouais, non, c'est vraiment un événement populaire où les gens vont se retrouver entre eux. Puis je pense que, sans vouloir offenser des personnes qui peuvent être fans de baseball, c'est dans ces 4 sports-là, c'est celui qui est quand même peut-être le moins passionnant à regarder, le plus lent. Et après, ça, c'est un point de vue européen. Voilà, c'est un point de vue européen, mais quand tu le compares au basket, hockey et football américain, qui est beaucoup plus impressionnant. C'est un sport où il se passe quand même beaucoup moins de choses, il y a beaucoup moins d'action. Enfin, disons que si tu t'y connais moins, tu prendras beaucoup moins de plaisir alors qu'un match de basket ou de hockey. Si tu connais pas grand chose, tu prendras quand même du plaisir à le regarder. Comme moi quand je regarde un match de water-polo comparé au foot. Voilà, c'est ça. Après, du coup, si tu prends le basket et le hockey, je le mets un peu dans le même sac. Disons que tu vas aller chercher un billet, suivant les équipes et les salles dans lesquelles tu vas. Ça peut aller entre 50 et $90. D'accord. Donc pour une place moyenne. Donc en fait, t'as déjà une division sociale, on va dire, rien qu'en termes de sport, parce que en fonction de tes revenus, t'as quand même déjà des sports auxquels tu peux aller. C'est comme nous, si tu veux, quand tu vas voir le tennis, on sait que c'est un sport pour des gens assez aisés, que ce soit pour pratiquer ou pour aller voir, comparé à, je sais pas, un match de foot où c'est plus accessible qu'un match de tennis, quoi. Ouais, c'est ça, t'as carrément des divisions. Et puis après, le truc, ce qui est assez intéressant à observer, c'est en fonction des équipes, les prix seront différents. Par exemple, tu prends à New York pour le basket, en NBA, donc t'as 2 équipes, t'as à Manhattan, t'as les New York Knicks qui jouent au Madison Square Garden, et à la Barclays Arena de Brooklyn, t'as les Brooklyn Nets. Tu vas aller voir les New York Knicks, ça va te coûter $90. Tu trouveras les places à $90. Tu vas aller voir le match à Brooklyn, il te coûtera $50-60. Ouais, d'accord. Alors que t'es plus ou moins sur la même ville. Oui. Et tu vois, quand t'es dans un endroit qui est plus où il y a des hommes d'affaires, enfin. Oui, c'est comme si t'allais voir le PSG et le Paris FC. Pour le basket d'ailleurs, vu que j'ai eu la chance quand même d'aller voir 2 matchs là-bas, donc une fois au Knicks et une fois à Brooklyn. Pareil, les shows sont complètement différents et tout. Les shows sont pas complètement différents. Enfin, tu t'adaptes plus. T'as un côté beaucoup plus urbain à Brooklyn et qui est vraiment un clin d'œil à la vie urbaine que tu retrouves dans les quartiers là-bas. Et au Madison Square Garden pour les Knicks, ça va beaucoup jouer sur le classique, l'historique de l'équipe. Mais après, au niveau des shows, il y a pas. Moi, j'en ai pas préféré un plutôt qu'un autre. Alors, on pourrait faire un podcast entier sur le sport américain, c'est ça. Mais on va peut-être retourner vers plus la formation du STAPS. Finalement, c'est quoi d'être en STAPS? Est-ce que tu fais tout le temps du sport? Alors, je dirais qu'on va déjà partager les 2 premières années. Je pense du reste du cursus. Les 2 premières années sur tronc commun. Déjà, c'est en 5 ans? Alors, t'as différents parcours. T'as la licence en 3 ans. Tu peux après ta licence, tu peux t'arrêter suivant le parcours que t'as choisi. Et puis après, t'as différents masters suivant la L3 que t'as choisi. D'accord. Donc t'as le parcours
on va dire la majorité des étudiants empruntent, ça va être éducation et motricité. Et ça, c'est pour ceux qui veulent devenir professeurs de sport. Après, t'as tout ce qui va être entraînement sportif. Donc, quand tu veux devenir entraîneur, ou en général, c'est ceux qui veulent être préparateurs physiques, ou encore APAS, activité physique adaptée et santé, je crois. Donc ça, c'est pour travailler avec un public handicapé, par exemple, des personnes âgées. Et donc non, c'est un parcours qui est assez intéressant et assez demandant finalement. D'accord. Ok. Mais donc c'est des parcours que tu vas développer dans tes 2 premières années, parce que on a comme un tronc commun en fait. C'est ça, on a un tronc commun sur tes 2 premières années, et puis en fait on va avoir une ou deux matières c'est des matières je me souviens plus exactement du nom de ces matières-là, mais où on va te dire de faire un stage à tel ou tel, enfin dans un endroit où tu veux, d'un stage d'observation comme tu pouvais faire en 3e en fait, pour voir si le milieu te plaît. De toute façon là, nous on va plus se spécialiser dans le management du sport, comme tu t'y connais un peu plus, mais on va quand même survoler cette formation de STAPS, surtout sur la licence, et après on parlera de ton master. J'inviterai quelqu'un qui est plus spécialisé en éducation et motricité. Pour toi, c'est quoi les qualités d'un étudiant pour être en STAPS? Est-ce qu'on est obligé d'aimer le sport? Est-ce qu'on est obligé d'être fort en sport? Enfin, il y a cette espèce de cliché où on se dit vas-y, je suis fort en sport, je vais faire STAPS, mais a priori c'est pas que ça. Ouais, alors est-ce qu'il faut aimer le sport? Je vais te dire oui, parce que c'est quand même si t'aimes pas ce domaine-là, je pense que t'auras pas la motivation nécessaire sur les 2 premières années en tout cas pour te mettre au travail et réussir tes 2 premières années. Être fort en sport, non. Après, j'entends les clichés qu'on peut avoir, mais la chance que j'ai eue, c'est quand je suis arrivé en STAPS, j'avais pas tous ces préjugés de me dire ouais, si je suis pas bon dans ce sport-là, ça va être très dur cette année-là, etc. Je pense que pour réussir en STAPS, faut savoir être polyvalent, parce que les 2 premières années, on va avoir vraiment des matières qui sont totalement différentes. On va avoir de l'anatomie, de la physiologie, de la biomécanique, mais à côté de ça, on va aussi avoir de la sociologie, de l'histoire du sport, de la psychologie, donc et d'autres matières. Hein. Donc ça fait que tu vas vraiment avoir, ça fait un gros spectre à couvrir. Donc si t'es pas polyvalent, si t'arrives pas à être polyvalent, ça va être beaucoup plus compliqué. Et justement, quand tu me parles de toutes ces matières, donc tu vois, sciences humaines, etc., je me dis, ça a quand même plus l'allure de quelqu'un qui a fait S et qui va s'orienter là-dedans. Puisque c'est donc S plus du côté scientifique, donc maths, physique, SVT, etc., enfin sciences. Et toi, pourtant, t'as fait ES. Est-ce que t'as trouvé que c'était un gros palier à franchir ou pas du tout? Pour certaines matières, oui. Pour le coup, par exemple, l'anatomie, on pourrait se dire comme ça, ouais, si on n'a pas fait S, c'est chaud, mais en fait, même ceux qui ont fait S, ils étaient au même point d'égalité que nous, parce que l'anatomie, ça reste un sujet qui est assez spécifique. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as fait S que tu vas connaître les muscles du corps, tous les os et les actions, les trajets des muscles. Donc ça, tu pars sur un pied d'égalité avec les S. Après, ce qui est physiologie, forcément, tu vas avoir un peu de retard, mais tu vas le rattraper si tu t'accroches, tu te rattrapes. Là où j'ai eu peut-être le plus de mal, c'était biomécanique. D'accord. Biomécanique, sauf qu'après on avait un cours où en fait ils nous avaient fait un test en début d'année, qui était pas noté le test, hein. C'était vraiment pour voir notre niveau, et ceux qui avaient au-dessus d'une certaine note étaient exempts de ce cours-là pendant tout le premier semestre, par exemple. D'accord. Et tous ceux qui avaient en dessous, donc moi j'ai eu en dessous, sachant que je n'avais pas fait S, et j'ai eu cours, donc ça te permettait en fait d'arriver en bioméca ou en physiologie et d'avoir quand même une base plus ou moins similaire à ce qu'ont eu les S en arrivant en STAPS. Ok. Et par exemple, est-ce que tu peux attester que par exemple si tu as fait ES en sociologie, t'es plus en avance que les S, et l'inverse, les S sont plus en avance en biomécanique que toi qui as fait ES? Par exemple, moi je pense que l'ES, si tu vas par exemple en management du sport, t'auras un gros avantage, enfin sur certaines matières, t'auras un très gros avantage par rapport à des personnes qui ont fait S et qui ont jamais vu d'économie de leur vie. Après, sociologie, la façon dont c'est abordé, oui, il y a des concepts qu'on avait vus nous en ES et qui n'avaient pas été vus par les S, mais c'est pas non plus des concepts ultra compliqués, donc en fin de compte, si tu t'accrochais, si t'étais sérieux et que tu suivais bien les cours, normalement t'étais pas trop à la traîne, peu importe la formation que t'avais faite en fait. D'accord. Et par exemple, là on parle de SES, est-ce que t'as d'autres profils qui rentrent, par exemple des bacs pro ou des bacs techno? Alors oui, on avait vraiment de tous les profils, on avait bac pro, bac techno, on a eu des personnes qui étaient dans la vie professionnelle depuis un moment et qui revenaient faire leurs études. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant quand on fait STAPS aussi. Faut pas se dire qu'il y a que l'aspect universitaire qui est important, il y a vraiment tout l'aspect humain qu'il y a autour qui est vraiment agréable. Et en fait, ça permet vraiment de tous les horizons, tu vois vraiment tous les horizons. Tu vois pas qu'un type de personne pendant toute ta formation.
Et ça te permet même, toi, en tant que personne, de t'ouvrir, finalement. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Ouais. Après, là, pour le coup, des bacs pro, des bacs techno, ils auront peut-être plus de mal. Alors, je veux juste revenir, du coup, sur, donc, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé des sports. Oui, j'allais te demander. Mine de rien, en STAPS, donc je disais, faut aimer le sport pour réussir, mais par contre, on n'est pas obligé d'être un bon sportif. Faut mine de rien être un minimum sportif. Quand ça se passait comme ça, en tout cas, donc moi je suis à l'université anciennement Paris-Sud, maintenant Paris-Saclay qui est à Orsay. En première année, on avait 3 polyvalences sportives par semestre, plus une spécialité. Donc la spécialité, ça c'est vraiment propre à Orsay en première année. On était l'une des seules universités qui proposait de prendre une spécialité en première année. Et c'est quoi ces spécialités du coup ? Du coup, moi j'avais pris spécialité handball par défaut. Parce qu'il y avait, c'est des spécialités sportives. Voilà, c'est ça. C'est pas des spécialités matières. Exactement. D'accord. Tu prends une spécialité sportive. T'en avais beaucoup quand même, mais il y avait pas du coup water polo en même temps. Si c'était pour que je sois tout seul pas très utile. Gardien et joueur en même temps. Et après, on m'avait demandé pourquoi j'avais pas pris spé natation, parce que les barèmes étaient assez compliqués et j'avais pas envie de compter les carreaux tous les mardis matins. Et donc, en fait, la spécialité, on avait ce sport-là pendant nos 3 années de licence. C'était toujours sur le même créneau, le mardi matin. Donc, on avait 2 heures de pratique, puis 1 heure ou 1 heure et demie de théorie. Et donc en théorie, c'était en général soit comment éduquer la matière, donc à travers des entraînements ou pour un public non handballeur, ou alors c'était vraiment, tu parlais handball pur et dur, des tactiques et des règlements, voilà. Donc tu rentrais vraiment en profondeur dans ce sport-là quand tu prenais la spécialité. Et après, en première année, on avait 3 polyvalences par semestre. Donc ça, c'est quoi des polyvalences ? Une polyvalence, c'est 3 sports. Donc ça, tu les choisis pas. Ouais. Et c'est un peu comme t'as un exemple comme ça alors moi j'ai eu je me souviens que j'ai eu danse, j'ai eu natation, j'ai eu basket, c'est très varié en fait. Tu revoles vraiment tous les sports. Les polyvalences, si tu veux, d'un point de vue pédagogique, ça s'aborde un peu comme si tu abordais une séance de PS au lycée. Bon, alors là c'est différent parce que tout le monde a envie de faire du sport, du coup t'as pas trop de gens qui se restent sur le côté. En général, on se tape, ça beaucoup de personnes qui sont compétitives. T'as personne qui est blessé pendant 6 mois. Alors ça arrive. Ça arrive. Mais alors, c'est des vraies blessures. C'est une vraie blessure. C'est-à-dire que premier entraînement de hand en polyvalence, il y en a un qui s'est fait les croisés. Donc là. La boulette. Là, c'est coup dur quand surtout ton premier entraînement de hand. Mais du coup, les polyvalences, tu les abordes plus comme des cours de PS, mais t'as quand même de la théorie à côté. Après, la théorie, là, ça va plus être du coup le règlement. Et aussi comment le faire apprendre à un public qui n'est pas... Donc en fait, tu te mets un peu dans la peau d'un professeur de PS. Finalement. D'accord. Et la grosse différence du coup entre la polyvalence et la spécialité, c'est que t'en fais plus, non là Alors tu fais plus de ta spécialité, mais alors c'est surtout que la polyvalence, comme je te disais, tu l'abordes d'un point de vue pédagogique plus comme une séance de PS. Quand une séance de spécialité, tu vas plus l'aborder comme un entraînement. C'est-à-dire que au hand, ça ressemblait plus à un entraînement qu'on faisait que ce qu'on faisait en cours de PS en seconde. Oui, j'imagine. Et puis on recherchait la performance entre guillemets parce que tous les jeudis, donc on avait les entraînements mardi matin et les jeudis après-midi c'était banalisé parce qu'on était obligé de faire les compétitions FFSU, donc Fédération Française de Sport Universitaire. Oui, en gros c'est si vous faites de la compétition entre universités. C'est ça. Je voulais savoir quelle place prend le sport comparé aux matières classiques, on va dire, tu vois, biomécanique, etc. Et comment c'est réparti dans ta semaine ? Du coup, je dirais première année, on est sur entre un 50-50 et un 60-40. 60% de matière écrite. Et en fait, au fur et à mesure des années, les matières écrites vont prendre plus de place. Par exemple, en deuxième année, on n'a plus 3 polyvalences par semestre, mais seulement 2. Oui, donc à un moment donné, en fait, on va dire que le sport ne va pas sauver ton année. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, disons que tu pourrais rentrer en STAPS et avoir le cliché de te dire de toute façon je suis bon en sport, ça va passer. Ouais. Ça marche pas. Parce que, mine de rien, comme je t'ai montré l'exemple, il y en a un qui tu peux te blesser. Donc là, si tu te blesses, on va te noter juste sur la théorie dans ces matières-là, donc tu peux avoir maximum 10 dans un sport. Enfin, on te le fait pas rattraper, il y a pas de... C'est ça, donc la pratique, tu la passeras pas si t'es blessé. C'est pas comme si tu passais sur 20 ta théorie. Voilà, c'est ça. Tu passes directement sur une note sur 10 sur 20. Sur une note de 10 sur 20. T'es noté sur 10 sur 20. Et sachant que c'est quand même dur d'avoir, après ça dépend des polyvalences, mais c'est quand même dur d'avoir la totalité des points sur tes polyvalences. T'auras rarement 10 sur 20. Justement, est-ce que c'est pas un problème niveau pression sur les gens de faire très attention à son corps et à son physique ?
Toi, je connais beaucoup de gens, comme toi, tu vois, qui font du sport à côté de leur STAPS, et donc un sport de certain niveau. Attention, le STAPS, c'est pas pour les gens de très haut niveau. Bien sûr que non. Et Pôle Espoir, etc. Enfin, ça n'a rien à voir. Les sportifs professionnels n'y vont pas, pratiquement, en STAPS. Alors, non, après, il y a des sportifs très bons qui vont faire STAPS, mais en emploi du temps adapté, on va dire. Oui, pour faire un backup, en gros. Alors c'est ça qui est bien avec la formation STAPS vraiment, c'est que t'as ce côté-là où si t'as une compétition sportive, peu importe le niveau, on va pas trop t'embêter, sauf si c'est un examen, un contrôle, évidemment. Tu comprends, mais moi je suis déjà allé voir mon prof, je suis déjà arrivé en retard un matin en cours en TD d'anatomie. Donc les TD obligatoires du coup. Voilà. Travaux dirigés, donc c'est des matières qui sont obligatoires. Après il y a les CM cours magistraux où là c'est pas obligatoire. Mais les TD, du coup, je suis arrivé en retard un matin en anatomie. La veille, j'avais match de water-polo. On était rentré tard. Et le matin, j'avais mis du temps à me réveiller. Je lui ai expliqué. Et mon professeur a très bien compris et m'a totalement pardonné. Voilà. Donc ça, là, il y a pas trop de pression là-dessus, en tout cas. Non, il y a pas trop de pression. Et puis, du coup, il y a tout ce qui est après sportif de bon niveau et haut niveau. Donc ça, après, ça dépend des sports, des fédérations pour avoir ce statut-là. Mais après, du coup, si vous êtes sportif de haut niveau ou bon niveau, vous pouvez avoir un emploi du temps adapté. D'accord. Et du coup, pour revenir à ma question de base, est-ce que tu ressens pas cette pression de faire toujours gaffe à ton corps? Tu vois, est-ce que c'est pas un point négatif de STAPS là-dessus? C'est que, si tu te pètes, t'es out pendant 6 mois et t'as une pression, du coup, derrière scolaire. Du coup, comme je te disais, effectivement, si t'es blessé, tu passes que la partie théorique d'une polyvalence sportive et même de ta spécialité. Donc ça peut être handicapant. Après, si tu réussis bien dans les autres matières, t'auras ton année. Et puis t'auras pas besoin d'aller taper un 20 dans chaque autre matière pour pouvoir rattraper ton année. Parce que si tu calcules, 3 polyvalences, ça te fait 3 notes. Quand t'as on avait peut-être une quinzaine de matières. Le plus problématique, je vais te dire, c'est pour la spécialité. Oui, c'est ça. Mais le truc, c'est que, et là encore, c'est un bon point, ta spécialité, en général, quand tu t'entends bien avec ton professeur, alors je vais pas dire tu t'entends bien, faut absolument bien s'entendre pour qu'on te mette une bonne note. Non, pas du tout, mais c'est-à-dire que vu qu'ils ont plus l'habitude de te voir, si t'es blessé, ils ont une idée de ton niveau de toute façon, donc ils pourront te mettre une note. Oui, donc il y a quand même de la compassion. T'es pas non plus faut que je fasse attention, je vais éviter de faire ça parce que j'ai peur de me blesser. De toute façon, en fait, quand tu fais un sport à côté, je me souviens, donc j'avais ces sports-là, donc j'avais au total 6, 8 quand on avait les matchs, on va dire, on était à 10 heures de sport en STAPS par semaine. Et plus les entraînements que j'avais de water-polo, j'avais 5 heures de water-polo à côté, donc ça me fait 15 heures de sport à peu près dans la semaine. Mais je veux dire, tu vois, tu t'économises, je sais pas, sur le water-polo, parce que t'as pas envie de te griller l'année ou un truc comme ça, tu vois. Personnellement, j'ai jamais fait trop attention. Tu calcules pas, toi t'es un fonceur, mec. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est bien ce que je calculais pas. Mais après, forcément, il y a des jours où tu vas te sentir moins bien à cause de la fatigue, où tu vas peut-être sentir une gêne quelque part, mais ça en revient au fait, quand je te disais, tu en discutes avec tes profs, les profs le comprennent. C'est ça qui est bien, c'est qu'en général, les intervenants que t'as, c'est des personnes qui sont issues du milieu sportif. Ils sont profs en STAPS, ils voient tout le temps des sportifs, donc... Quand tu te spécialises, du coup, en éducation en motricité, entraînement sportif, ou comme tu as fait management du sport, comment tu sais que tu vas te spécialiser là-dedans? Qu'est-ce qui t'a donné envie, par exemple, toi, de faire management du sport? Mais est-ce que t'as un stage qui va t'orienter, qui va te dire ça c'est pas du tout pour toi, ou est-ce que c'est en fonction des matières que tu kiffes? Comment tu choisis ça? Alors, donc je vais prendre mon expérience personnelle. Moi, je suis arrivé en STAPS, je savais que déjà je voulais pas être prof de sport. J'avais pas envie de faire du sport à des enfants qui en ont pas forcément envie. Je m'imaginais pas la patience pour ça. Et j'avais plus dans l'idée, en fait, au fur et à mesure dans ma première année, je me suis dit préparateur physique, ça peut être intéressant. Si t'es bon, tu peux aller loin, tu peux réussir à te retrouver quand même dans des endroits assez intéressants. Et puis, on avait un stage d'observation. C'était même pas en semaine que c'était compté, en heures. D'accord. Et j'avais fait mon stage, donc j'avais fait un stage d'observation avec le préparateur physique de l'équipe de hand de Massy, qui à l'époque jouait en division 1, en Star première League, division, dans la Lidl Star League. La Ligue 1 la Ligue 1 du la Ligue 1 du on va hand. dire. Du coup, j'avais fait mon stage, c'était très intéressant, vraiment très enrichissant. En plus, le mec était vraiment ultra sympa. Plus tu côtoies des sportifs professionnels, donc c'est quand même un milieu toujours intéressant à découvrir. Mais je me suis dit, je suis pas fait pour ça. Le métier, la profession me donnait pas plus que ça envie. Ouais. Je me disais, ça me correspond pas, je suis pas fait pour ça. Donc à ce moment-là, t'as un peu l'impression de repartir à zéro. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais?
Et puis après, tu vois l'option management du sport. Alors je vais pas dire management du sport, c'est un peu l'échappatoire quand tu sais pas trop quoi faire, mais en même temps c'est un peu une spécialisation qui peut potentiellement t'ouvrir d'autres portes que le sport si jamais tu veux plus travailler dans le sport. C'est ça. Mais c'est tellement vaste, j'ai l'impression, que tu peux tout faire. C'est pour ça que c'est intéressant. Et puis en fait c'est vraiment en basant sur cette idée-là que je me suis dit je vais aller en management du sport, pas dans l'idée où j'ai plus envie d'être dans le monde du sport, loin de là. Mais je me suis dit management du sport, c'était ce qui me correspondait le plus à ce moment-là, et aujourd'hui je regrette pas du tout mon choix. Bien sûr. On en parlait de tout ce qui était notes, tu vois, avec tes spécialités. À la fin de l'année, alors donc t'as des partiels, évidemment. T'en as 2. Enfin, t'as 2 grandes périodes de partiels. Ouais, à la fin du premier semestre et à la fin du second semestre. Est-ce que t'as aussi du contrôle continu? Est-ce que t'as des oraux? Comment ça se passe? Ouais, t'as du contrôle continu, du coup, surtout dans les... c'est pour ça que les matières autres que sportives sont importantes. C'est que t'as des matières en contrôle continu. L'anatomie, la physiologie... En fait, toutes les matières où tu vas avoir des TD, il y aura des contrôles continus. Alors, en général, prof, c'est loin d'être des enfoirés, si je peux me permettre le terme. Permets-toi, je t'en prie. C'est-à-dire que en général, ils définissent les dates de ces contrôles continus. Par exemple, l'anatomie, en général, t'avais 2 contrôles continus dans le semestre. La date était définie et puis c'était comme ça. Et par contre, les pratiques sportives, t'avais partiel pour la théorie et t'avais un contrôle terminal pour la pratique. Okay. Et ça, je vais en parler rapidement parce que je pense que c'est important aujourd'hui pour quand on s'oriente vers STAPS, même pour ceux qui veulent pas forcément faire STAPS. C'est-à-dire que STAPS aujourd'hui, c'est une des portes d'entrée de plus en plus importantes pour entrer en études de kiné. J'allais en parler justement. Je voulais savoir ce que t'en pensais justement. Moi, je pense que c'est pas plus mal si ça peut permettre d'alléger un peu en médecine. Bon, certes, ça alourdit en STAPS et c'est quand même ça peut être problématique. Oui, mais... parce que c'est quand même une grosse demande STAPS. Et j'ai même lu, si je peux rajouter mon petit grain de sel, que a priori, ce qui était pris en kiné à STAPS, c'était vraiment le haut du gratin, quoi. C'était vraiment le top du top. Effectivement, il y a de plus en plus de places dans les écoles de kiné qui sont réservées pour des STAPS, donc il y a des passerelles. En général, la majorité se fait en première année, quelquefois en deuxième année. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, je sais pas si ça a changé. En tout cas, quand moi je suis rentré en STAPS, le moyen d'attribution de ces places-là dépendait des universités. D'accord. Orsay, tu pouvais rentrer en STAPS, tu pouvais même dire je rentre en STAPS kiné, tu te retrouvais dans le tronc commun avec tout le monde. Ok. Et en fait, à Orsay, comment ils procédaient, c'est-à-dire qu'ils prenaient toutes les notes sur les matières scientifiques, donc anatomie, physiologie, biomécanique, peut-être 1 ou 2 autres matières. Ils établissaient un classement de ceux qui avaient demandé kiné. Au cours de l'année, ils avaient fait passer un document pour savoir qui voulait faire kiné. Donc tu t'inscrivais si tu voulais faire kiné. Et ensuite, ils établissaient à partir de ces matières-là un classement. Et je crois qu'à mon époque, c'était 15 places. Les 15 premiers allaient dans une école de kiné. Après, du coup, le premier avait le premier choix. Et le premier choix, en général, tu prenais l'école de kiné qui était gratuite. D'accord. Parce qu'après, les écoles de kiné, c'est payant. Et donc, après, je crois que Créteil, il y avait vraiment une classe qui était spécialisée kiné, donc il y avait plus d'heures de cours d'anatomie et de physiologie. Mais en fait, j'ai un peu l'impression que chaque université le fait un peu à sa sauce. Ouais, c'est ça. Bah après, en fait, la règle, c'est finalement les écoles de kiné qui vont dire, pour STAPS Orsay, il y aura tant de places cette année. D'accord. Pour ce STAPS Créteil, il y aura tant de places. Après, voilà, je pense que c'est une confiance mutuelle qu'il y a entre les écoles de kiné et les STAPS. Et les STAPS qui, du coup, décident plus ou moins comment ils attribuent ces places-là. Ok. Donc, si vous êtes intéressé par une formation de kiné, ça peut être intéressant de se tourner vers STAPS pour une option différente de médecine, on va dire. Pas plus facile, ça c'est sûr, mais différente. Pas plus facile parce qu'effectivement, la compétition, elle est quand même assez importante. En médecine, c'est peut-être dans les derniers choix, les écoles de kiné. Mais le côté positif, c'est qu'il y a de plus en plus de places de kiné dans les STAPS. Voilà, on va dire que c'est selon votre profil. Si vous êtes un peu plus sportif et que vous vous sentez capable de gérer en même temps les matières, on va dire, plus scolaires, et en même temps le sport, ça peut être vraiment intéressant pour vous. Quand tu fais du management de sport, qu'est-ce qui te fait kiffer là-dedans? Ce qu'il y a de vraiment cool dans le management du sport, c'est que t'as vraiment plein de choses différentes, en fait. Tu peux parler de sponsoring, tu peux parler d'événementiel. Après, l'événementiel, nous, ça occupe une grosse partie de notre formation. Mais t'auras aussi du marketing, de la logistique. Bon, après, quand tu t'orientes dans des études de management, tu sais plus ou moins quand même ce que t'auras. Ça se résume quand même à ça. Mais je trouve que ça te permet de t'ouvrir sur pas mal de choses, t'abordes pas mal de sujets. Puis, ce qui est cool, c'est qu'en fait, là, quand t'as des connaissances, on va dire, en culture générale du sport, bah, t'as l'impression, ou même en culture générale de manière plus globale,
bah t'as l'impression que ces connaissances-là dans ce cursus-là vont plus t'aider que si t'avais fait prof de sport. De sport, c'est beaucoup plus théorique. Si tu connais pas le contenu de tes cours, ça va être très difficile pour que tu réussisses. Enfin, moi je vois ça comme ça. Alors que si tu vas en management du sport, bah si tu connais ce truc-là, bah peut-être que ça te donnera une bonne idée pour un projet ou un truc comme ça et qui va faire la différence. D'accord. Je voulais te parler un peu de ton cursus à l'étranger. Donc t'es parti 1 an au Canada. Donc on en a parlé un peu de l'étranger et tout. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as pu faire au Canada que t'aurais pas pu faire en France, tu vois? Alors le Canada, c'était l'option que j'avais parce que tout simplement j'avais envie en fait d'aller en Amérique du Nord, tenter une année d'études, découvrir les universités à l'américaine, comme on peut se les imaginer dans les films ou dans les séries. Après ça c'est bah pareil, cliché quoi. C'est cliché, mais le Parisien oui baguette, c'est le cliché des Américains. Tu vois, du coup ça donne envie. On peut pas dire le contraire quand tu vois une université américaine en général. Ça dépend dans quelle série tu vois. Mais je pense à des séries, j'ai pas envie d'aller dans ces universités-là. Mais... oui, non mais je vois. Un peu le rêve grand américain, ouais. Et du coup, c'était les États-Unis ou le Canada. Après, je suis arrivé en septembre. J'ai dit que j'aimerais partir à l'étranger. On m'a dit pour les États-Unis, c'est déjà peut-être un peu tard pour faire le dossier. Donc, je me suis dit bon. Donc, j'ai tout joué sur le Canada. Et donc là, je suis parti pour ma 3e année. Donc, les démarches, je les ai fait pendant ma 2e année. Ce qui m'a motivé principalement, c'est que d'une part, j'avais pas d'attache en France. Enfin, voilà, je me disais s'il y a un moment pour partir. C'était maintenant. Non mais c'est pas grave, j'ai pleuré pendant 6 mois. T'as pleuré en Irlande pendant 6 mois. Enchaîne parce que là je vais vas-y. Puis j'avais envie d'un peu de changement. Je me disais j'ai pas envie d'avoir la même routine que les 2 premières années que j'ai faites. J'ai envie de tester autre chose. Et du coup, j'ai postulé, donc c'est pour ça ça a un peu aussi motivé mon choix d'aller en management du sport parce que un cursus à l'étranger, quand tu fais éducation motricité ou un autre cursus en STAPS, c'est un peu plus compliqué d'avoir les équivalences de cours à l'étranger. Alors après, et ça c'est un peu ce que je reproche au système, en tout cas à Paris-Saclay, dans les autres universités, je sais pas, mais c'est-à-dire que si t'as pas envie de partir, si l'idée de partir t'effleure pas la tête, on va pas venir vers toi et te dire vous savez que vous pouvez partir à l'étranger. T'auras un mail dans l'année, pour certains ça arrive dans les spams, qui te dit il y a une réunion pour ceux qui veulent partir à l'étranger. C'est tout. Donc c'est vraiment à toi de faire les démarches. Après c'est une façon de voir qui est réellement motivé pour partir. Est-ce que tu trouves que c'était quand même assez flou niveau information ça? Même une fois que t'as assisté à la réunion, est-ce que quand t'es parti, tu savais exactement ce que t'allais faire là-bas? Et est-ce que tout était carré dans ta tête? Ou est-ce que tu t'es dit bon j'y vais et je verrai bien? Bah en fait c'est carré parce que tu prépares tout à l'avance. C'est-à-dire que tu dis que tu veux partir au Canada, on te dit d'accord, mais faut que tu nous fasses ta maquette avant de partir. Donc une maquette c'est tu prends les cours que t'as en France, que t'es censé avoir sur ta 3e année en France, tu prends les cours qui existent à l'université là-bas et tu sélectionnes les cours qui sont plus ou moins équivalents. D'accord. Donc ça c'est toi qui les fais. Et ça c'est toi qui le fais. C'est-à-dire que tu peux demander 2 fois la maquette d'étudiants qui sont déjà partis pour t'en inspirer. D'ailleurs c'est ce qu'ils te conseillent de faire. C'est pas ce que j'ai fait parce que l'université dans laquelle je partais, il y en avait peu qui l'avaient fait mais du coup t'es un précurseur toi. Exactement, je suis un pionnier. Et non mais du coup c'est vraiment toi qui fais toutes les démarches par contre. C'est-à-dire que effectivement si t'as un doute sur un document, tu peux contacter les relations internationales de ton université, ils t'aideront. Mais c'est toi qui fais tout ton dossier, c'est toi qui fais toute ta maquette. Par contre, c'est vrai que quand tu pars là-bas, il y a certains cours que j'ai pas pu prendre. Mais dans ce cas, j'ai envoyé un mail au directeur des relations internationales qui m'a dit, OK, qu'est-ce que t'as d'autre comme cours? Tu lui dis le choix de cours que t'aimerais faire à la place et il te dit oui ou non. En fait, c'est vraiment à toi de tout faire. Est-ce que toi, t'as ressenti ce besoin d'aide quand même? T'aurais bien aimé que quelqu'un t'aide? Ou est-ce que tu te dis non, ça me va très bien et je me démerde et tant pis? Non, ça me va très bien parce que finalement tu te dis après tout un voyage une année d'études à l'étranger, faut en avoir vraiment envie. Donc tu vois, une fois que j'avais fini toutes les démarches, que je savais que tout était calé, que j'ai reçu mon mail de l'université Laval qui me disait que j'étais pris, que je pouvais y aller, j'étais super content. Donc Laval au Canada, hein, pas Laval. Oui, l'université Laval au Canada, pardon. C'est pas le même délire. C'est ça. Université Laval à Québec. Et du coup là-bas, est-ce que t'avais un référent ou est-ce que pareil, t'étais lâché dans tes cours et voilà, et l'année suit son cours normalement, ou est-ce que tu dois faire des retours en France sur ce que tu fais? C'est quoi les modalités? Alors les modalités c'est de valider tes cours là-bas pour valider ton année en France.
Ils seront pas trop chiants au niveau des demander des retours réguliers. Quand je suis arrivé, au bout d'un mois, je me suis dit ce serait bien que j'envoie un mail pour dire comment ça se passe, que tout va bien. Donc ça, je l'avais fait. Si t'as un petit souci ou quoi, tu peux envoyer un mail. En fait, tu seras suivi parce qu'ils savent où t'es, ils savent ce que tu fais, mais pas fliqué. C'est-à-dire que ils vont pas te demander toutes les semaines alors comment ça se passe. Et en termes de cours, quand t'étais là-bas et que t'es revenu du coup en France, du coup c'était pour troisième année. Quand t'es revenu et que t'as commencé ton master du coup en 4e année, est-ce que t'as ressenti des manquements, tu vois, par rapport à si t'avais fait une année en France ou pas du tout? Est-ce que tu t'es dit ah merde j'ai raté ça, c'était important et je l'ai pas fait mais bon je vais le rattraper enfin? Faut savoir que quand je suis parti au Canada, là-bas il y avait pas de cours spécialisés en management du sport, marketing sportif, c'est-à-dire qu'il y avait pratiquement exactement les mêmes matières qui étaient dispensées en France. D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce que c'était en anglais les cours là-bas ou est-ce que c'était en français? Non, c'était en français. D'accord. Mais par exemple, est-ce que si tu partais aux États-Unis, c'était des cours en anglais. Là, c'était des cours en anglais. Par exemple, j'avais fait une maquette aussi pour partir à Madrid, qui avait été acceptée. D'ailleurs, les systèmes d'échange entre les différents, par exemple, t'as l'échange Erasmus. Ça, c'est l'Europe. Moi, je suis parti ce qui s'appelle un échange BCI avec le Canada. D'accord. Alors, ça peut être important si vous voulez partir à l'étranger parce que les modes de fonctionnement sont différents. Mais il te faut un TOEFL, il te faut un TOEIC. TOEFL et TOEIC, c'est des des concours, on va dire. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est des diplômes parce que t'es pas trop en confiance avec les autres, avec un certain nombre de points qui établissent plus ou moins un niveau d'anglais. Voilà. Et en fait, en fonction de votre niveau d'anglais, vous pouvez partir dans telle université ou telle université. Pour les universités américaines, oui, ils demandaient un TOEIC ou un TOEFL. C'est pour ça aussi que j'y suis pas allé parce qu'il fallait que le dossier soit fini ultra tôt et les premiers examens de TOEIC et de TOEFL, ils étaient pas avant octobre-novembre. Donc c'était trop juste niveau administratif. Donc voilà, si vous avez une destination vraiment que vous voulez absolument, il faut bien s'y prendre à l'avance. C'est ça. Alors du coup c'est le cas surtout pour les États-Unis et le Canada dans le cadre d'un échange BCI parce que Erasmus en fait c'est plus des relations qu'il y a entre les universités, c'est-à-dire que ça va être une relation directe. Je sais pas si vous voulez partir à Prague. À Prague, par exemple, vous allez, c'est une relation directe avec l'université Paris-Saclay et ils ont, imaginons, 5 places par an avec l'université Paris-Saclay. Et si par exemple tu veux partir à Madrid, nous je me sais qu'à ma période c'était pas beaucoup demandé. Si je voulais partir à Madrid, j'étais presque sûr d'y aller parce qu'il y avait 10 places peut-être qui étaient réservées pour notre université et personne ne le demandait. Donc j'étais presque sûr de pouvoir partir. Alors que l'échange BCI, là où c'est plus compliqué, c'est que faut que ton université accepte de te laisser partir. C'est-à-dire que que ta lettre de motivation puisse les convaincre et que ta maquette les convainc aussi. Faut que tu arrives à convaincre l'université là-bas. Et donc pour revenir justement au moment où t'es revenu en France, du coup on parlait de tes difficultés potentielles dans les cours. Difficultés potentielles dans les cours, du coup non, parce que j'avais vu t'as une tête. Je suis une machine un peu. Ah t'es une machine, c'est bien ce que je me disais. Et parce que du coup j'avais les bases, après c'était juste à adapter au monde du sport. Je vais dire là où j'avais peut-être un peu plus de manquement, c'est que du coup je connaissais un peu moins de monde en termes d'étudiants que niveau social en fait. Niveau social. Après bon ça a pas été trop long, j'avais quand même un de mes meilleurs potes qui était l'accent québécois a bien aidé. Exactement. Voilà, évidemment. Mais j'avais un de mes potes de ma première année qui était aussi. J'avais un pote qui était parti avec moi. Au fur et à mesure, ça s'est quand même bien goupillé. Le plus dur, en fait, finalement, ça avait été pour me faire accepter en M1. D'un point de vue administratif, parce que au début j'ai été refusé, parce que ce qui s'est passé c'est qu'ils avaient pas reçu encore mes notes du second semestre au Canada, qui étaient quand même assez bonnes, et du coup ils m'avaient dit finalement on a pris vos notes du second semestre de L2. Donc donc là bon après voilà ça a été des coups de fil, des mails. Alors que t'avais rien foutu en L2. J'avais pas rien foutu en L2 mais c'est-à-dire que quand t'es noté sur des cours d'anatomie, de physiologie ou de biomécanique, quand d'autres sont juste notés sur du management du sport. Oui, alors que de toi tes points forts c'était sur le management du sport. Et que mon second semestre au Canada était très réussi. Et du coup ils ont pas pris en compte les notes du Canada. Et du coup finalement mon bulletin est arrivé du Canada. Ah oui. Je l'ai transmis. Et là c'était bon. J'avais fait en plus mon stage, j'étais revenu en France faire mon stage d'1 mois. Et j'avais fait un très bon rapport de stage et une très bonne soutenance. Et j'avais envoyé tout ça par mail et le mec m'avait dit au vu de ces nouveaux éléments, vous êtes pris pour Oui, donc il faut être vigilant quand même quand tu pars à l'étranger, faut suivre bien ce qui se passe. En plus après ce qui était compliqué cette année, ça avait été quand même le Covid. Ouais, bien sûr. En fait, là où j'ai du mal à comprendre, c'est que donc tu as une spécialité management du sport en L3.
Ok. Tu fais un master qui s'appelle aussi Management du sport. Qu'est-ce que tu vas voir en plus que t'as L3 ? Pourquoi ne pas s'arrêter en L3 ? Bah, du coup, le M1, donc en Master 1, comme je le disais au début, c'est-à-dire que après, t'en as qui vont partir en M2 PPSOS et M2 SLEM. Donc là, tu vas vraiment voir des matières différentes. Donc tu vas voir marketing sportif, tu vas voir un peu d'événementiel. Tu vas voir aussi tout ce qui est des matières un peu plus de politique publique. D'accord. Ça, c'est quoi, par exemple ? Donc on va t'apprendre quels sont les pouvoirs d'un département, d'une région, pouvoir sur un événement sportif. D'accord. Tu organises un événement quoi dépend de qui, ce qu'une ville peut mettre en place pour sa politique sportive, comment gérer les différentes politiques sportives. Donc je vais dire, dans le management du sport, c'est quand même quelque chose qui est assez général. Tu vois des côtés publics, les côtés privés, t'étudies un peu les fédérations, t'as vraiment un peu de tout. On avait aussi de la compta, de la RH. Ok. En fait, on avait des matières théoriques, donc marketing, gouvernance, etc. Mais on avait aussi des matières outils, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, comme la compta et la RH. Des trucs qui peuvent te servir dans la vie de tous les jours, même si tu veux pas être comptable. C'est quand même bien de savoir utiliser des comptes en T. Voilà. Et donc en master, par exemple, t'as pratiquement plus de sport. Ah là, en M1, on n'avait plus du tout de sport. Voilà. Donc le sport, c'est terminé. Mais il faut savoir que dans les autres masters, par contre, ils continuent. L'éducation et motricité, notamment. Oui, mais j'imagine. Je pense que si tu reçois quelqu'un, t'en parleras plus en détail avec lui. Mais eux, ils continuent de faire des sports tout simplement pour savoir comment mettre en place une séance de sport pour un public et comment leur développer sur un programme d'un trimestre, par exemple. Et du coup, on en parlait un peu là, quand t'avais fait ton stage avec le préparateur physique de l'équipe de Massy, de hand. Est-ce que t'as eu d'autres moments où t'as douté de ton parcours professionnel, ou même douté tout court de toi, de tes capacités ? Bah, quand il y a eu le Covid, tu te dis, c'est peut-être pas durable ce que j'ai envie de faire. Comme tous les événements sportifs étaient touchés. Et en fait, tu te rendais compte que la place du sport, c'est peut-être pas si avantageux que ça. Surtout en France. Surtout, si je peux envoyer une petite balle perdue. Surtout en France, c'était. Donc là, tu te dis effectivement, est-ce que c'est périn ce que je vais faire ? On a les JO là 2024 qui arrivent. Est-ce que toi, justement, qui va être dans l'événementiel, qui va être dans le management du sport, est-ce que toi, potentiellement, tu vas pouvoir toucher à ce genre d'événement ? Est-ce que t'as pas quelque chose à dire ? Parce que t'es au tout début de ta carrière, mais justement à la fin de l'année, t'arrives à la fin. Enfin, moi j'imagine que ça doit te faire un peu rêver cet événement. Est-ce que tu penses que y a la place pour tous ces jeunes ? Et qu'est-ce qu'on va en faire après de ces gens embauchés en 2024 ? Et après en 2025, l'événement est fini. Ça veut dire que chacun repart dans un autre événement, mais beaucoup plus petit, parce que les JO ça arrive tous les je sais pas combien de temps. Donc, est-ce que toi ça t'attire, et est-ce que tu te poses des questions là-dessus ? Forcément, ça attire. Travailler sur les JO, ça reste quelque chose qui peut être assez exceptionnel. Maintenant, je t'avoue que c'est pas non plus le truc qui me motive le plus. Ouais, le goal, ça, absolu. Parce que je me dis en même temps, est-ce que si je travaille dessus, je pourrais en profiter tel que j'ai envie d'en profiter Oui, parce que toi, t'es un amoureux du sport, on peut le dire. Enfin, oui, je comprends ta vision de les JO en France. Ça se trouve, je les verrai qu'une fois dans ma vie. C'est ça. Donc, j'ai envie d'en profiter plus que de travailler dessus et de pas voir les 2 semaines passées ou même les 3 semaines avec les JO paralympiques. Sous l'eau. Water polo. Oh là là. Et de me dire, mince, je l'ai pas vu passer. Et donc non, c'est un dilemme. Après, c'est pas l'événement. Enfin, c'est un événement qui motive, mais non, c'est pas non plus mon objectif de travailler sur l'organisation de Paris en 2024. Bon, très bien. Et du coup, dans ce master management de sport, et on en rigolait au début que tout le monde n'est pas prof de sport, au final, concrètement, à la fin de STAPS, quelles sont tes possibilités ? Toi, en tant que management du sport, donc tu vas avoir vraiment un panel, je pense, à nous montrer intéressant. Et même, est-ce que t'as un nom de métier précis, ou est-ce que tu vas aller dans cet événement-là, et puis après tu vas un peu participer à un truc pour un club ? Est-ce que t'as un nom précis du métier, ou est-ce que... après, le nom précis du métier, j'ai envie de te dire, ça va dépendre de la structure dans laquelle tu travailles. Non, mais tu vois, mais t'as tout ce qui est le gros truc, ça va être chef de projet événementiel, directeur marketing, directeur du sponsoring. Enfin, même dire ça là tout de suite, ça reste des trucs assez flous, parce que chef de projet événementiel à la Fédération française de natation,
ça va pas être la même chose qu'un chef de projet événementiel chez ASO, Amaury Sport Organisation. D'accord. C'est en fonction des projets que tu vois qui t'intéressent que tu vas être, je sais pas, le gars qui gère la sponsor ou le gars qui va gérer l'événement. Ok. Donc ça, c'est vraiment ce que débouche sur ton management de sport. C'est ça principalement. Voilà. Et qu'est-ce qui débouche après des autres, si tu sais un peu? Donc éducation motricité, principalement professeur de PS. Entraînement sportif, surtout préparateur physique. J'essaie de faire globalement. Préparateur physique pour sport alors, collectif, préparateur physique, ça peut tout. être préparateur physique pour un sportif, un athlète individuel. Ouais. Ça peut être préparateur physique pour une équipe. Nous, dans notre de l'université, il y en a un qui a fini préparateur physique à la Juventus de Turin, par exemple. Le boss. Mais tu vois, c'est un milieu qui reste assez compétitif. C'est-à-dire que si tu veux être préparateur physique dans un club de foot professionnel de la Champions League, tu te retrouves pas en concurrence avec les autres étudiants en STAPS de ton université, tu te retrouves pas en concurrence avec les autres étudiants STAPS de France, tu te retrouves vraiment en concurrence avec tous ceux qui veulent être préparateurs physiques dans le monde entier. Bien sûr. En fait, c'est ça. On va rentrer, il y en a qui vont voir STAPS, ils vont se dire ouais, il y a pas beaucoup de débouchés. Il y en a qui vont rentrer en STAPS, qui vont se dire en fait, il y a plein de débouchés, mais par exemple, faut pas avoir non plus trop d'illusions, faut avoir des rêves. Si on est confiant en soi, qu'on sait qu'on a les capacités, faut foncer. Mais voilà, faut pas non plus se dire bon, je vais peut-être essayer préparateur physique. J'ai vu qu'on pouvait devenir préparateur physique d'une grosse équipe de foot. Non, c'est-à-dire que si on aborde ça comme ça en se disant ouais, je sais pas trop quoi faire, je vais faire préparateur physique parce que j'aime le foot. Non. Ok. Mais justement, en termes de peur de l'emploi, parce qu'en fait, il y a quand même cette image de STAPS justement où il y a beaucoup de personnes qui en font et le taux de réussite a augmenté en 2019. Est-ce que tu as l'impression qu'il y aura assez de taf pour tout le monde? Ça dépend des cursus, mais en fait, tu trouveras, à partir du moment où tu finis ta licence, tu trouveras quelque chose à travailler. Après, oui, faut pas s'attendre, si on fait qu'une licence, enfin, entre guillemets, qu'une licence, à avoir un salaire à la sortie qui est de 3 000 € par mois. Oui, c'est sûr. Faut pas s'attendre, enfin, si tu sors à la licence, que t'as un CDI avec un SMIC, c'est déjà un bon début. Parce que moi je te parlais même pas salaire, je te parlais vraiment purement objectif de l'emploi. Mais je pense que objectif de l'emploi, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous disait aux portes ouvertes et c'est pas STAPS, c'est pas une école de commerce, donc je pense pas qu'on essaye d'embellir les chiffres. Oui. Et justement, je pense qu'ils essayent plus de. C'est ça. Quand tu regardais les chiffres, c'est l'un des cursus qui professionnalise le plus à la sortie. Okay. Parce que pour plusieurs raisons, tu fais APA, activité physique adaptée et santé. Tu peux te mettre à ton compte et être coach à domicile ou coach en salle de sport. Voilà, tu vois. Donc c'est pas des métiers qui font rêver. On va pas se mentir, c'est pas forcément des métiers qui font rêver comme ça, mais c'est un bon métier pour commencer aussi et mine de rien, ça reste un métier. Ouais, tu peux être auto-entrepreneur en fait en faisant STAPS par exemple, tu vois. Tu vas acquérir quand même des capacités, des connaissances et des savoir-faire qui vont faire que sur le marché du travail, t'auras de quoi vendre. Ok. Et je voulais parler un peu de tes stages. Est-ce que c'est assez facile d'en avoir déjà, des stages en STAPS? Alors, si tu connais des gens, oui, c'est facile. Forcément après, le bon piston, tu vois. C'est ça. Bien sûr. Après, en général, je sais que les profs, ils t'aident bien. Là, je vois, par exemple, nous, en management du sport, nos profs, c'est quand même des mecs qui connaissent pas mal de monde dans ce milieu-là. Ils pourront t'avoir les contacts. Ça te donnera pas le job, ça te donnera pas le stage, mais ils peuvent t'avoir des contacts. Après, la question des stages en STAPS, personnellement, je trouve qu'on en a pas assez. D'accord. T'as combien de première année, j'ai fait mon stage d'observation avec le préparateur physique, comme je te disais. Deuxième année, j'ai fait un stage d'une semaine d'observation pareil à vente privée, enfin maintenant VP, donc au pôle sport. D'accord. Donc ça, c'était pour mon cursus en management du sport. Troisième année, j'ai fait un stage d'1 mois dans une organisation qui s'appelle Feder Sport. C'est une association donc qui traite de tous les sujets sur le monde des sols sportifs. D'accord, oui, c'est archi varié. C'était intéressant, mais c'était pas passionnant, enfin, voilà. Surtout les activités que je faisais étaient pas non plus extrêmement passionnantes. T'es stagiaire, donc forcément, c'est pas... ça, puis, mais enfin, 1 mois, en fait, tu peux pas dire à quelqu'un, tu veux pas me donner une activité à faire parce que, oui, c'est vite en fait, c'est vite terminé. 1 mois, tu peux pas te permettre de former le stagiaire, c'est impossible. Et cette année, stage de minimum 2 mois à la Fédération Française de Natation. D'accord. Donc c'était minimum 2 mois. Et t'en as fait combien? J'en ai fait 3. Ok. Et tu pouvais en faire plus ou... Je pouvais en faire plus. Le truc, c'est que vu que mon stage commençait mi-juin, par rapport à la rentrée cette année. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de possibilité d'alternance, par exemple. Non. Voilà. Est-ce que ça t'aurait fait... l'année où, du coup, entre ma L3 et mon M1, quand le moment où j'étais pas accepté
dans le master management du sport. Je me suis dit, j'ai commencé à regarder du coup les écoles de commerce qui proposaient à peu près le même cursus. Et c'est vrai que je m'étais dit, de l'alternance après, ça peut être pas mal. Ouais. Mais en même temps, là cette année, je suis bien content de pas faire de l'alternance et d'avoir un stage de 6 mois à la fin. Un stage de 6 mois à la tu fin. préfères finalement. Parce que en fait, on a des projets qui sont quand même ultra intéressants. C'est beaucoup moins de théorie, beaucoup de pratique. Donc c'est assez intéressant. Puis après, comme ça, t'es libre sur ton stage sans avoir à te poser la question pour les cours. Mais je pense que sur le reste de l'année, peut-être qu'on manque un peu de stage. Ok. J'avais parlé un peu du water polo en disant qu'est-ce qui t'a donné envie. Est-ce qu'au moment où tu t'es inscrit au water polo, tu t'es dit ça va m'ouvrir des portes pour bosser. Par exemple, en donnant un exemple de stage, t'as quand même participé à un événement mettant en place des activités de water polo dans le sud de la France l'été dernier. Ouais. Est-ce que, tu vois, je pense direct, le gars a fait du water polo, donc forcément on va le prendre. Du coup, quand je me suis inscrit au water polo, non, je pensais pas du tout à ça. Après, en fait, au fur et à mesure dans mon cursus, je me suis dit, effectivement, parce que tu entraînes aussi au water polo. Ouais. C'est ça qu'il faut dire, c'est que t'es vraiment investi dans le sport. Bah, je pense que pas seulement un joueur. Je pense que quand tu fais un sport comme ça qui est peu connu, en fait, un club de water polo, alors il y a des clubs de water polo qui dépendent d'un club de natation, donc là c'est un peu différent. Mais nous, on a un club de water polo uniquement water polo. Il y a peu de licenciés, ça fait très ambiance familiale. Et en fait, s'il y a pas personne s'investit, le club meurt. C'est pas comme un gros club de foot où t'auras toujours des gens qui seront au-dessus et qui feront en sorte que ça va plus ou moins bien. Tu t'investis pas. J'ai senti à une période, quand il y en a qui sont partis, que si nous on s'investissait pas, le club il mourrait. Ouais. Donc forcément, ça te donne envie de t'investir. Et en fait, le monde du water polo, il est pas si différent d'un club. C'est-à-dire que je dis pas que le sport va mourir demain, mais faut qu'en fait, si t'aimes ton sport, faut que tu t'investisses dedans, et c'est comme ça que tu as. Et en fait, au fur et à mesure de mes études, je me suis dit en fait, le fait que je sois dans un sport qui est pas tant médiatisé que ça peut m'ouvrir des portes, parce que mon stage à la Fédération française de natation, j'ai pas contacté la fédération d'abord. C'est-à-dire que j'ai trouvé le contact du mec qui s'occupait du water polo au sein de la fédération. Et justement, comment t'as fait ça, par exemple? Sur LinkedIn. J'ai cherché Fédération française de natation, employé, et j'ai vu un mec chargé de développement du water polo, que j'ai contacté. Et il m'a dit, je serais intéressé. Bon, là, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais si ça se débloque, je reviens vers toi. Et il est revenu. Et il est revenu, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et après, j'en ai discuté avec lui. Je lui ai dit, donc, j'ai eu un entretien. J'en ai discuté avec lui à la fin de mon stage. Je lui ai dit, mais du coup, le processus pour me recruter, ça s'est fait comment et tout? Il m'a dit, on était en concurrence avec 2 autres personnes. Une personne, et les 2 autres personnes, en fait, ne venaient pas du monde du water polo. Et le fait que moi, je venais du monde du water polo, que j'entraînais pour un événement itinérant comme le Water Polo Summer Tour, où on allait faire découvrir le water polo, et forcément, t'avais une visée un peu plus sur les jeunes, parce que en général, les activités de ballon, ça attire plus les jeunes. Justement, petit aparté, est-ce que le BAFA aussi a aidé? Parce que t'es titulaire du BAFA. Pour le stage à la Fédération française de natation, non, ça n'a pas. Mais ça t'a aidé pour autre chose? Pour trouver une colo. Une colo l'été, bien sûr. Mais à part ça, non, ça n'a pas particulièrement. Parce qu'en fait, en 2e année de STAPS, quand tu valides ta 2e année de STAPS, tu valides un équivalent du BAFA. D'accord, ça je savais pas. Ok. Pour ceux qui étaient pas non plus au courant comme moi, c'est pas mal. Mais ouais, c'est vraiment bien. Je voulais parler des journées types de stage. Alors, t'as fait plusieurs stages. Comment ça se passe quand tu rentres dans une entreprise, quand t'es en management du sport? C'est quoi tes missions, surtout sur un stage de 1 mois? Comment ça se passe, ta journée type? Alors, faut savoir que ce soit le stage de 1 mois chez Fédérsport ou le stage de 3 mois à la Fédération française de natation, je vais pas dire que c'est exactement la même chose, parce que c'est pas tellement le cas, mais tu te retrouves un peu dans une organisation où tu te dis par exemple la Fédération française de natation, je vais te dire tu fais quand même avec les moyens du bord. T'es la Fédération française de natation, tu fais avec les moyens du bord en fait. C'est une petite en fait c'est une petite fédé finalement. Pour le water polo oui. Oui, parce j'imagine. Que sinon en termes de chiffres, ça reste une des plus grosses fédés, c'est-à-dire que t'es à environ 50 salariés pour une fédération sportive, c'est énorme. OK. On va pas comparer avec la fédé de foot parce que c'est hors norme. Le foot c'est hors norme et t'as quoi en premier? T'as foot, rugby? C'est alors surtout foot. Ensuite, ce qui vient derrière, ça va être tennis,
Ah ouais, la fédé de tennis est plus grande. Tennis, ils ont pas mal de monde, ils ont réussi, Ok. eux, ils ont réussi à bien récupérer. Et en fait, tu regardes la fédération de natation, les gros enjeux qu'ils ont aujourd'hui, ça va être d'attirer de nouveaux licenciés, parce qu'en fait, beaucoup de personnes vont à la piscine, mais t'en as très peu qui sont licenciés en fait. Ouais, très peu vont prendre des cours ou des... Tu vois, c'est ça. Donc ça, c'est un des gros enjeux qu'il y a à la fédé. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais donc on va commencer par le stage d'1 mois chez Federsport. Là, j'étais à Federsport, il y avait qu'un salarié, donc le mec avec qui je bossais. Et Federsport, on rappelle, c'est les revêtements, les seuls sportifs. Donc en fait, on organisait des commissions sur un coup c'était les terrains synthétiques de foot, un coup c'était les revêtements des terrains de hand. Ok. Donc non, c'est intéressant parce que c'est des commissions où ils apportent des réflexions. Donc sur ces commissions-là, t'as des intervenants des fédérations françaises, t'as des intervenants de grosses villes, de grosses agglomérations qui sont là pour enrichir leurs connaissances là-dessus et savoir ce qui se fait. Est-ce que toi tu t'es senti expert sur le sujet? Parce que ça me paraît très pointu comme sujet, tu vois, le revêtement. Non, parce que ce stage, en fait, je l'ai trouvé par défaut, je trouvais pas de stage et j'ai vu cette offre passer, j'ai fait un entretien, ça s'est bien passé, puis je l'ai fait. Et quand t'as fait par exemple ces réunions là avec les gens, tu t'es pas senti en panique, genre ouais, je connais pas mon sujet. Bah, j'avais pas trop de responsabilité sur ce stage-là, comme je te disais, c'était un stage d'1 mois. Moi, j'étais là en fait, surtout à ce moment-là, je prenais les notes. Ok. Je me suis occupé aussi un peu des archives. T'as pris le café. Exactement. T'as imprimé des feuilles. Et voilà. Non, après. T'es un stagiaire. Là-dessus, ce que je devais faire, c'était trouver du revêtement. De cette association, parce qu'ils perdaient. Ah, c'est une association. Voilà. Federsport, c'est une association et ils perdaient énormément ils ont perdu pas mal d'adhérents. Donc l'idée, c'était de trouver un moyen d'en attirer de nouveaux. Sur un mois. Voilà, sur un mois, trouver, enfin, voilà, force de réflexion. Sur un mois, tu peux pas mettre en place de trucs, t'es force de réflexion et ok, voilà. C'était limite, en fait, un stage d'observation, même si t'étais là en train de faire des trucs. Voilà, c'est ça, bah, t'étais en soutien du mec. Ouais, donc, parce qu'après, le point d'orgue de ce stage-là, c'était l'organisation de l'assemblée générale de l'association. Ouais. Après, tu vois, c'est un stage qui, mine de rien, même si ça m'a pas particulièrement plu vis-à-vis des tâches que je faisais, c'est enrichissant parce que le monde des sols sportifs, tu vois, quelqu'un dans la rue, tu lui dis le sport tu connais, oui, les sols sportifs tu connais, non. Tu vois, ouais, c'est ça, bien sûr. Bon, c'est quand même un milieu qui reste assez intéressant. J'ai pas particulièrement envie de travailler dedans, mais non, mais en même temps, j'ai envie de te dire, tu trouvais pas de stage, faut pas cracher dans la soupe. Voilà, mais donc bien sûr. Et puis il y a un moment, enfin voilà, c'est tout qu'on va dire, mais il y a un moment, t'as besoin de gens experts sur les sols, tu vois, de terrain. Sols sportifs, ouais. Sols sportifs, bah, sinon tu pratiques pas, quoi. Non, bah, c'est ça. Juste et en fait, béton, voilà, c'est ça. En fait, tu te rends compte que, bah, mine de rien, ça a quand même une importance assez énorme. Ok. On va passer à l'accès à la formation STAPS, tu vois, via Parcoursup et tout. Nous, on était en APB. Parcoursup, visiblement, ça devait faciliter les choses. A priori, ça ne les a pas facilités. On sait qu'il y a des difficultés pour entrer en STAPS. Selon toi, bah, pourquoi ça attire autant de monde? Et toi, est-ce que tu veux raconter comment t'as fait pour entrer à la STAPS d'Orsay? Parce que je fais un petite histoire, mais toi, de base, t'étais pris au STAPS à Reims. Ouais. Et sur la même année, t'as réussi à muter de Reims jusqu'à Orsay. Explique-nous le cheminement, le parcours de croix que t'as fait. Déjà, tu demandais pourquoi il y a autant de demandes de STAPS. Je pense que c'est l'image qu'a STAPS. Ça reste l'université, donc c'est gratuit. Enfin, t'as tes droits d'étudiant à payer, mais c'est pas le prix d'une école de commerce ou d'une école en général. Bien sûr. Puis il y en a beaucoup qui se disent, on en parlait, qui ont le cliché de « Oh, je suis bon en sport, je vais aller en STAPS ». Alors que on a débunké ça, c'est pas totalement ça. Voilà, c'est ça. Donc moi, je pense que c'est ce côté-là qui attire pas mal de monde. D'ailleurs, tu vois rapidement, au bout de 2-3 semaines, les amphis sont quand même beaucoup moins remplis qu'au début d'année. Est-ce que justement ça, tu vois, les gens qui abandonnent en cours, enfin en tout début, tu vois, genre au bout de 2 mois, est-ce que ça veut dire que ça laisse des places à des nouveaux étudiants ou pas du tout, c'est fini pour l'année? Si les abandons se font dans la première voire deuxième semaine, ça peut laisser des places. Ouais, sinon c'est mort. Sinon c'est mort. Ok. Mais voilà, c'est pour ça que Parcoursup c'était censé apporter des réponses là-dessus en disant qu'il regarderait un peu plus les dossiers. Ouais. Je pense pas que ça ait porté réellement ses fruits, mais Écoute, j'ai vu un reportage justement sur un étudiant qui voulait faire STAPS là, en faisant mes petites recherches et tout. Visiblement Parcoursup n'a pas aidé, le gars avait été chaud de partout et tout, il avait pas de place en STAPS, mais ça faisait un peu de la peine parce que le gars avait fini, je crois, en droit. Et du coup, il voulait retenter l'année d'après. Ouais, parce que rentrer en STAPS, du coup, moi j'en ai fait un peu les fruits. Nous, je me souviens que notre année de bachelier, c'est l'année où il y a eu, à l'époque en tout cas, c'était l'année où il y avait eu le plus d'étudiants laissés sur le carreau.
Ouais, oui, je moi, sur mes choix d'APB, du coup, j'avais... Moi, je n'avais rien eu, à part ça. Alors, j'avais mis un choix groupé. Donc, le choix groupé, parce que quand t'es en Île-de-France, t'es obligé de mettre... Tu fais un choix groupé STAPS, donc ça te met tous les STAPS d'Île-de-France. Ouais. Donc, Orsay, Créteil, Nanterre, Descartes, Bobigny, Marne-la-Vallée. Donc, t'es obligé de mettre tous ces choix-là, déjà. Ça s'appelle un choix groupé, ça te mettait tous les choix d'office. Et vu que c'était des pastilles rouges, donc le principe de la pastille rouge, je rappelle sur APB, le principe de la pastille rouge, c'était que c'était les formations où il y avait plus de demandes que de places disponibles. Et du coup, j'avais dû mettre une pastille verte qui était sociologie à l'université d'Evry. En fait, pourquoi c'était une pastille verte ? Tout était pastille rouge, sauf celle d'Evry, parce que Evry était obligé de t'accepter, quoi qu'il arrive, pour soi-disant laisser personne sur le carreau. Voilà. Sauf que, du coup, arrivent les résultats d'APB, premier tour, je n'ai rien. Même ma pastille verte, je n'avais pas ma pastille verte. Voilà. Théoriquement, un truc qui est censé te donner une université m'en a pas du tout donné. Voilà. Et les listes, donc il y avait le principe des listes d'attente. J'avais des camarades dans la classe qui m'ont dit ouais, je suis tel numéro sur la liste d'attente. J'ai dit ah moi mon mec je suis sur la liste d'attente mais j'ai même pas le numéro. T'es loin, t'es où? Donc là tu commences à paniquer un peu. Je pense que cet été-là, pourtant c'est l'année où on est bachelier, c'était le pire été que j'ai dû l'un des pires étés que j'ai dû passer. Cet été-là, très bon remix de Claude François. Exactement. C'est compliqué. Et je pense que c'est l'un des pires étés que j'ai dû passer psychologiquement en tout cas. Tu te dis où est-ce que je vais finir. Du coup là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à préparer des dossiers que j'ai envoyés à différents STAPS. Alors ça c'était bien à Orsay, ils acceptaient les dossiers et de prendre en entretien parce qu'ils avaient déjà prévu, ils avaient dit si jamais des places se libèrent. Oui, comme parce que en fonction des listes d'attente. Voilà, parce que après, par contre, sur si les places se libéraient en début d'année, par exemple des abandons ou des gens qui se présentaient pas à la rentrée, APB n'existe plus. C'est l'université qui décidait qui rentrait en STAPS. C'est ça. C'est un peu, tu vois, le bluff de vas-y, je vais essayer d'avoir mieux. Donc pour l'instant, je reste sur mon choix, voilà, mais j'essaye d'avoir mieux. Donc j'attends la liste d'attente de mon choix supérieur. Mais c'était un truc de bluff, de calcul, de savoir. Si j'attends tel moment, peut-être que je l'aurai, et sinon non. Et du coup, j'accepte ça en attendant. Enfin bref, c'était une galère. Exactement. Et du coup, voilà, j'avais fait le dossier, donc j'étais allé à l'entretien de STAPS à Orsay. J'avais envoyé mon dossier à STAPS de Nanterre, Descartes. J'avais envoyé un dossier aussi à STAPS Besançon. Bien sûr. Et au STAPS de Reims. Voilà. Du coup, le STAPS Besançon m'avait accepté parce que il y avait des places. Donc j'ai été accepté. Donc pendant 2 semaines, j'allais à Besançon. Après, il y a Reims qui m'a accepté. J'étais un peu plus content. T'es un peu plus proche de là où t'étais, où t'habites. Et du coup, arrive la rentrée. Je vais à Reims. D'ailleurs, t'étais venu m'aider à m'installer. Bien sûr. Dans ma chambre, dans la petite chambre étudiante. Oh, qu'est-ce qu'on avait bien dormi. Voilà. En plus, aller en Twingo. Et du coup, j'ai fait 3-4 jours là-bas. Puis il y a l'université d'Orsay, donc Paris Sud à l'époque, qui m'a appelé et qui me dit bon il y a une place qui vient de se libérer et je peux vous dire que le rangement de ma chambre étudiante est allé beaucoup plus vite que l'installation. Ça c'est sûr. En même pas une heure, tout était dans la Twingo pour repartir sur la région parisienne. Il leur avait envoyé un dossier. Tu l'avais envoyé par mail? Donc j'avais envoyé ça par mail et l'entretien c'était en physique. Donc j'avais aussi déposé mon dossier en physique. Voilà. Pour être sûr. Donc on encourage plutôt les gens à envoyer par mail et au cas où se déplacer directement. Rien que le fait de se voir physiquement, je pense que ça apporte de la crédibilité à votre candidature et ça apporte du sérieux et vraiment. Mais du coup voilà, après faut pas non plus se leurrer. Enfin, en allant à cet entretien-là à Orsay, je me suis jamais dit ça va me donner. Je suis sûr à 100% que ça me donne une place à l'université. C'était vraiment entre guillemets la bouteille jetée à la mer. J'espère que ça va marcher. Sur Parcoursup, qu'est-ce que tu mets dans ton dossier pour passer en STAPS? APB pour nous, mais qu'est-ce que toi t'as fait pour essayer de rentrer là-dedans? Alors moi, ce que j'ai mis, c'est que j'étais vraiment très investi. Donc le sport, c'était ma passion, mais bon, ça c'est un peu bateau quand on est rentré dans des études en sport. Je pense que ce qui fait la différence, c'est de dire qu'on est investi dans un club. Même le service civique, par exemple, où tu peux être dans un club et aider. Voilà, c'est ça. Dire que tu t'investis dans dans la vie sportive de ton club ou dans la vie sportive de ta ville. Voilà, et de ne pas hésiter à dire que au-delà de ta passion pour le sport, tu t'investis dans le sport. Ou un job étudiant, tu vois, que t'as fait. Et dire que et alors ça, je pense que c'est important de le dire aussi, c'est de dire qu'on a conscience qu'en rentrant en STAPS, c'est pas que le sportif qui compte, et dire que justement c'est vraiment que vous avez envie de rentrer en STAPS parce que vous avez envie de connaître
plusieurs aspects du monde du sport et d'en apprendre davantage. C'est-à-dire que ne pas se contenter de dire ouais, j'adore le sport, j'adore faire du sport, donc je veux venir en STAPS. Ok. Avant, on a parlé des spécialités et tout. Est-ce que, en termes d'accès, t'as des spécialités qui sont plus prises que d'autres, et est-ce que même tu as des universités qui sont reconnues meilleures pour certaines spécialités que pour d'autres? Alors les spécialités, ça reste compliqué à dire. Comme je te disais, à Orsay, ça commence dès la première année. Alors dans d'autres universités, non. Bah du coup, je pense que la majorité des gens qui continuent en master vont en éducation et motricité. Ok. Pour être prof de PS. Les places sont limitées, ou est-ce que c'est vraiment si tu réussis à passer prof ta de troisième PS, je année? ne sais pas. Ouais. Éducation et motricité, je ne sais pas. Et Par contre, management du sport, c'était limité. Donc j'imagine que les autres aussi. Enfin, ça me paraît très logique. Je sais pas. Je préfère pas dire de bêtises. Ok. Autant se renseigner une fois que vous serez à la fin de votre licence. Je peux dire pour management du sport que nous, en tout cas, c'était restreint. On était une quarantaine, entre 40 et 50 en M1. Cette année, en M2, on est 19. Ah oui, donc ça a écrémé. Non seulement 7 qui étions là l'année dernière. Est-ce que c'est des gens qui ont abandonné, ou est-ce que c'est des gens juste qui n'ont pas réussi à avoir leur premier... Entre le M1 et le M2? Ouais. Donc, entre le M1 et le M2, il y en a une partie qui est partie en PPSOS. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est l'autre master. D'accord. Ah oui. Donc l'autre master. Donc ce master-là, il y en a pas mal qui sont allés là-dedans. Et est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est? Donc rapidement. Politique publique et organisation sportive, je crois. Et nous, il y en a eu, par rapport à ceux qui ont passé l'entretien, je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir été pris. Ok. Parce qu'en plus de ça, fallait recandidater entre le M1 et le M2. D'accord. Il y a certaines universités où ta place en M1, t'assures ta place en M2 parce qu'il y a une sélection en M1, ou alors en étant en L3, t'es assuré d'être en M1. Et donc nous, on a eu vraiment une sélection entre la L3 et le M1, et le M1 et le M2. Ok. Je te parlais avant de meilleures universités. Est-ce que, justement, t'as des universités qui sont meilleures que d'autres pour certaines spécialisations? Si vous voulez faire management du sport, Paris-Saclay, ça reste la plus réputée. Le master en management du sport, quand tu regardes les classements sur internet, c'est le 3e diplôme. Oui. Donc de France, c'est le master SLEM, donc celui que je fais en management du sport à l'université Paris-Saclay. Le 3e meilleur de France. 3e meilleur de France, et c'est le premier en université. C'est-à-dire que les deux de devant, c'est des business schools. Ok, très bien. Et par exemple, moi, si je veux être prof de sport, il n'y a pas d'université à viser? Non, parce que prof de sport, là, ça va vraiment être intrinsèque à l'éducation que tu auras dans ton STAPS. Pour être prof de sport, c'est un concours. Donc tu passes le CAPES. Ouais. Et ça dépend, en fait, ça va dépendre du nombre de postes qui seront ouverts cette année-là. Le CAPES, c'est un autre délire. Donc c'est pour être prof de sport. Et en fait, c'est vraiment le master en éducation et motricité. Pour être prof de PS, c'est ça, en fait. C'est vraiment, ça te prépare au concours. Donc le concours, t'as les écrits. Si t'es pris aux écrits, t'as les oraux. Et si tu passes les oraux, après t'es prof de PS. Ok. Et justement pour s'informer, comment? Parce que tu vois, il y a ce podcast qui peut t'informer sur les études en STAPS. Pour aider à s'inscrire ou pour s'informer un peu plus en détail, comment tu fais? Où est-ce que tu vas? À part sur Internet, mais sur Internet, quand tu tapes STAPS, t'as un article de l'étudiant et bon, voilà. Je pense que le mieux, c'est de se renseigner auprès des étudiants de STAPS, parce que ou d'anciens étudiants en STAPS. Comment tu fais pour les rencontrer? Alors il y a des portes ouvertes? Il y a des portes ouvertes en STAPS. Donc aller aux portes ouvertes. Voilà, faut se renseigner, ça après c'est sur les sites des universités, où il y a les revues comme l'étudiant. Je sais que tous les ans ils sortent les dates des portes ouvertes de différentes universités. Aller directement voir les étudiants, c'est eux qui seront. Mais je pense que pour un cursus en STAPS, ça reste d'aller voir les étudiants, parce que chacun aura pas le même parcours, aura pas la même approche du sport que les autres. C'est tout le principe de ce podcast, en fait. Aller voir les étudiants, c'est eux qui ont la vraie vérité. Et c'est vraiment intéressant d'avoir vraiment, et même d'interroger plusieurs étudiants, parce que là, vous avez la vision d'Hugo, mais si j'invite quelqu'un d'autre, il aura sûrement une vision différente sur son parcours. Donc vraiment, essayez de vous faire un avis global là-dessus. Ne pas hésiter, si jamais vous avez déjà LinkedIn ou des trucs comme ça, et que vous voyez qu'il y a des étudiants en STAPS, pas hésiter à les contacter. En général, il y a vraiment cette mentalité STAPS qui est assez cool. C'est ça qui est aussi vraiment cool dans cette formation, c'est que il y a vraiment cette idée d'entraide. À aucun moment t'auras ce sentiment de concurrence où le mec à côté de toi, tu te dis ah putain, s'il bosse mieux que moi, il aura un meilleur job que moi. Et je sais pas si on retrouve ça dans toutes les formations. Mais en tout cas, ça a souligné. Voilà, même si la personne à côté de toi, c'est pas vraiment ton pote, tu vas l'aider. Ok. Alors, c'est aussi accès à la formation, mais là, ça va pas être STAPS. On va parler des écoles qui proposent des formations similaires au management de sport, type Amos, SES, ESG.
qui sont des écoles qui te proposent des alternatives en STAPS, en management du sport. Est-ce que toi, je sais que tu t'es renseigné rapidement dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as eu des retours des gens? Parce que moi, par exemple, je te dis juste ça, le but de l'émission, c'est aussi de débunker les grosses écoles, parce que là, je vous parle d'écoles qui demandent pour une formation similaire à STAPS aux alentours de 10 000 € l'année, sachant que STAPS, c'est largement moins cher. Je te lis par exemple un magnifique avis. Alors je ne dirais pas l'école du coup, mais par exemple, école d'escrocs plus prompte à encaisser l'argent des étudiants que autre chose. Je pense de savoir de quelle école on parle. Assez clair. Alors, figure-toi que c'est une des meilleures écoles que j'ai prises. Ah oui, voilà. D'accord. Et l'autre avis, pareil, c'était sur la même école, tu vois, mais il m'a beaucoup amusé. Un professeur de cette école a pris ma commande Uber Eats sans chercher à comprendre et aucune aide de l'accueil pour trouver le professeur voleur. Voilà, ça vaut une étoile sur Google, ça par exemple. Mis à part ce commentaire un peu lunaire, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces écoles? Est-ce que ça peut être une bonne alternative à STAPS? Ça, du coup, c'est plus pour des personnes qui veulent faire du management du sport, j'imagine. Oui, là, c'est vraiment le management du sport. Ouais. Les écoles, enfin, il n'y a pas vraiment d'équivalence. Alors, même si vous trouvez des endroits où ils vous disent la formation STAPS, là, je parle de la licence. Si vous trouvez des endroits qui vous disent non, mais vous inquiétez pas, nous, on fait comme STAPS. Il faut fuir. Vous avez l'équivalence. N'y allez pas. Je sais qu'à une époque, il y avait, je crois que c'est vers Saint-Germain, ils proposaient une genre de prépa, entre guillemets, STAPS. N'y allez pas. En aucun cas, ça vous donne un accès à une formation STAPS. Pas de prépa STAPS, n'y allez pas. Non, voilà, c'est vraiment STAPS, il y a que STAPS qui le fait et c'est tout. Après, du coup, pour en venir à ces écoles de commerce là. Oui, c'est plus considéré finalement comme des écoles de commerce, bien sûr. Personnellement, je m'étais renseigné auprès de l'ESG et de la SMS à une époque. Si vous pouvez rentrer dans un master STAPS management du sport comme je l'ai fait, faites-le parce que ça vous coûtera beaucoup moins cher. Après, si vous êtes pas pris ou vous avez pas la place ou vous voulez rester dans votre région, ce que je peux comprendre, ça peut être une bonne alternative, mais choisissez bien votre école. Moi, je sais renseignez-vous. J'avais regardé par rapport à ce que proposait l'ESG et si j'étais pas pris à Orsay, c'est vraiment là où je voulais aller parce que par rapport à ce qu'il me montrait et ce qu'il proposait, c'est vraiment ce qui m'intéressait. Est-ce que tu penses que tu aurais eu la même qualité de formation? J'aurais pas eu la même qualité de formation, ça c'est sûr. Par contre, j'aurais pu avoir de l'alternance. Ça aurait été moins bon. Ça aurait été moins bon. Ça aurait été moins bon, ça. Moins bon à 10 000 € quoi. Voilà, j'en suis quasiment certain. Après, voilà, t'as le côté alternance qui peut être peut-être plus intéressant pour certaines personnes, mais on n'a pas parlé des formateurs en STAPS, mais c'est quoi, c'est qui sont ces formateurs? C'est des professionnels, c'est des intervenants, c'est des professeurs qui sont là tout le temps? Nous, en management du sport, donc on a notre directeur de master, lui, c'est surtout, il travaille surtout dans le milieu universitaire. C'est d'ailleurs le directeur des relations internationales de mon université. Donc c'est avec lui que j'étais en contact quand j'étais au Canada. Et donc il a écrit pas mal de livres. Ils ont un très gros réseau, donc c'est-à-dire qu'on a des intervenants quand même qui en imposent un peu. Là par exemple on va avoir dans pas longtemps un mec qui travaille au siège social de Nike aux États-Unis. Ok. Oui, donc c'est quand même des beaux noms avec des vraies références. Voilà, c'est des mecs qui ont. On a eu des cours de droit du sport cette année. Notre intervenant en droit du sport, c'est un avocat qui a travaillé sur des grosses affaires, notamment les paris truqués de Montpellier. Avec les frères Karabatic. Ouais, d'accord. Donc tu vois, c'est quand même, c'est un exemple parmi d'autres. Hein, donc c'est quand même des intervenants qui ont un gros background, si on peut dire ça comme ça. Ouais, donc je sais pas si t'as ces qualités-là d'intervenant dans les autres écoles, mais par exemple pour le coup le ESG, j'avais un contact de quelqu'un qui avait travaillé avec des écoles de commerce. Qui m'a dit le ESG, si tu trouves que la formation correspond à tes attentes, tu peux y aller. Enfin, c'est pas. Ouais. Peut-être que voilà, si vous voulez faire absolument de l'alternance, pourquoi pas. Mais est-ce que limite ce serait pas plus intéressant de faire juste un truc de commerce? Alors une école de commerce peut-être moins chère. Effectivement, vu de ce point de vue-là, c'est vrai que si c'est vraiment le marketing, l'événementiel sportif qui vous intéresse, vous pouvez tout à fait prendre quelque chose qui est beaucoup plus général. Ouais. Et après, postuler dans des organisations sportives. Enfin, moi je voyais avec mon stage à la Fédération française de natation, il y en a qui travaillent là-dedans et qui ont pas du tout fait d'études dans le sport. Allez voir des étudiants. Ouais. Et aller faire les portes ouvertes. Ouais. Très, très intéressant de voir le mood des étudiants, des professeurs. Parce que des fois on vous vend des beaux locaux et tout, pas tout le temps d'ailleurs, mais des beaux locaux et tout. Qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière ça? Faut pas
Juste voir le visuel, on va dire. Voir le visuel, très intéressant. Voilà, c'est ça. Les écoles de commerce, faites toujours attention, enfin, sans vouloir les dénigrer ou quoi. Ça reste du commerce, ils veulent vendre leur truc, donc ils vous montreront que les bons côtés. Bien sûr. Je vais passer aux points positifs et négatifs de la formation. Toi, est-ce que il y a des points positifs que tu veux retenir absolument et que tu avais envie de dire? Les points positifs, du coup, c'est la polyvalence de la formation. On n'est pas dans une formation, alors ça va beaucoup parler de sport, c'est pour ça qu'il faut aimer le sport, mais tu vas voir plein de sujets différents et l'anatomie, moi ça avait été une de mes grosses révélations. Alors j'étais pas particulièrement brillant en anatomie, mais t'apprends quand même des choses ultra intéressantes. Enfin, je trouve que c'est important de savoir comment fonctionne son corps. Quand t'es un minimum sportif, c'est bien de savoir ça. Après, on a vu de la psychologie et tout, donc la polyvalence c'est vraiment un gros atout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point positif? Le côté humain, le côté social, c'est... J'ai côtoyé des personnes, je pense, si j'avais pas fait STAPS, je les aurais pas côtoyées, et voilà. Bien sûr, mais même l'expérience au Canada, voilà. C'est ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien pour ça aussi. S'il y a des points négatifs à donner, en revanche, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être le manque de professionnalisation, entre guillemets, dans le sens où tu fais pas beaucoup de stages. Enfin, ça manque. Quand tu vois certaines personnes qui sont en école de commerce ou dans des écoles... et qui ont déjà fait 3 stages de 6 mois, tu fais bon. T'es un peu. Voilà, après. Et le gros point positif que moi je trouve cette année, c'est que ma formation est entièrement en anglais et ça, c'est quand même une grosse plus-value. Et avoir des étudiants étrangers avec nous, c'est cool. Bien sûr. Et on n'a pas parlé du milieu associatif au STAPS. Comment ça se passe là-dedans? Est-ce que c'est assez puissant ou pas du tout? Enfin. Alors, sans vouloir être critique ou quoi, quand je suis arrivé en STAPS, nous, à STAPS Orsay, dans mon souvenir, on avait 2 associations étudiantes. Donc des STAPS à Orsay. Et au cours de ma 3e année, donc pendant que j'étais au Canada, ils sont regroupés pour en faire qu'une seule, BDE STAPS Orsay, qui a l'air de faire quand même beaucoup plus de trucs. Après, ça reste à voir vu qu'il y a eu le Covid, mais qui a l'air de faire beaucoup plus de trucs et qui donne beaucoup plus envie de s'investir. Est-ce que il y a eu un moment marquant qui t'a rendu fier, ou alors tu t'es dit à ce moment-là je l'oublierai jamais? Est-ce que t'as eu un moment marquant de ce truc? Marquant en STAPS, tu veux dire? Ouais, en STAPS, ou après tu vois t'as eu des stages assez courts, donc peut-être pas à ce moment-là, mais est-ce qu'il y a eu vraiment un moment marquant où t'as fait c'est pour ça que je fais ça? Ouais, non, il y en a toujours. Enfin, quand tu apprends que ton université, elle est quand même réputée, t'es content. Tu te dis, bon, ça va. Enfin, des fois, j'ai l'impression. J'assure quand même. Tu vois, c'est ça. Tu te dis quand même, bon, c'est quand même cool. Parce que même que ton cursus soit réputé, enfin, quand je vois que mon cursus, il est 3e en France, bon, ça, mine de rien, ça reste une fierté. Tu peux flex. Tu vois, t'es content. Tu te dis, ok, des fois, c'est dur. Mais je fais pas tout ça pour rien. Ouais, c'est tout. C'est partager les moments avec des gens que t'aurais pas pensé côtoyer. Moi, je voulais parler des problématiques de l'étudiant en STAPS, parce que j'avais lu quelques trucs là en me documentant. On en a un peu parlé justement des débouchés, de l'accessibilité, etc. Par contre, on n'a pas parlé de ça, qu'il y avait par exemple une grosse augmentation des effectifs de gens qui allaient en STAPS. Donc on acceptait de plus en plus de personnes. Et donc d'après Aurélien Pichon, qui est le président de la conférence des doyens de STAPS, il dit qu'en gros, donc on augmente beaucoup les effectifs. Par contre, on n'augmente pas les moyens et le corps professoral. Est-ce que toi t'as ressenti ce truc de manque de moyens ou ce manque de profs? Est-ce que toi, en tant qu'étudiant, manque de profs peut-être moins, manque de moyens oui. Quand on te dit, là ça va être critique envers mon université, mais quand on te dit Paris-Saclay, 13e université du monde, que tu vois les infrastructures des fois dans lesquelles on faisait nos pratiques sportives, tu peux préciser un peu ou... Je peux préciser totalement, quand on faisait cours de gym, quand on a eu gym en polyvalence en 1re ou 2e année, tu vois la tête du gymnase. Moi, quand je suis rentré dans le gymnase, j'ai dit non mais je fais pas la moitié des trucs, je vais me blesser. Les gym. Mais t'aurais dû appeler les gars qui font les recouvrements au sol. Dis-toi qu'en gym, je pense que c'est l'une des polyvalences avec judo où on a eu le plus de blessés. Ah oui. Dans notre classe. D'accord. Les tatamis. Il y en a une qui s'est fait le talon parce qu'il y avait pas assez de tapis, des trucs comme ça. D'accord. Est-ce que c'est critique envers mon université ou envers le système en général? C'est une critique envers le système, c'est ce que vous êtes en train de dire, le système. Mais voilà, je trouve que par rapport à l'excellence qu'ils veulent donner des fois à une formation, quand tu vois les infrastructures qu'on a, même les bâtiments dans lesquels on fait cours actuellement, je pense que les étudiants étrangers, ils sont quand même surpris de pas être dans des plus beaux bâtiments ou dans des bâtiments un peu plus modernes, quoi.
ouais, je pense que le manque de moyens, il se ressent peut-être moins que le manque de moyens professoraux. D'accord. Aujourd'hui, t'as quelle vision de ta formation là actuellement? Alors, les 2 premières années, elles ont été fidèles à ce dont je m'attendais. Après, j'ai quand même été étonné de voir l'excellence que ça pouvait atteindre, voir des études, des intervenants étrangers. Là où j'ai vraiment été surpris, c'est quand ils nous ont présenté les parrains qu'il y avait eu pour notre promo, l'équivalent de nos promos sur les années précédentes. Ils nous ont montré les parrains qu'il y avait eu. Il y a quand même eu du beau monde. On a eu du Lucas Ballot, du Jean Todt. Jean Todt qui est aujourd'hui président de la Fédération internationale de l'automobile, la FIA. D'accord. Et qui a été directeur de l'écurie de la Scuderia Ferrari en F1 sur l'ère Michael Schumacher. Ces gens-là sont des intervenants ou c'était... Donc eux c'était les parrains. Donc le parrain, donc c'était un contact qu'ils avaient. T'avais tu passais une après-midi avec lui. Voilà. Il faisait des offres qu'on ne pouvait pas refuser. Voilà, bien sûr. Mais non, mais c'était des entretiens que tu passais avec lui. Enfin, c'était un moment. Nous cette année, c'est la Jidou Kouré. Donc ça parlera à ceux qui connaissent un peu le monde du sport, j'imagine. Mais c'est des noms parmi d'autres, parce qu'il y a eu quand même des très beaux noms. Tu vois des stars, quoi. Bah, on voit des stars peut-être pas, mais en tout cas, on a quand même je pense que ça laisse juger du prestige que peut avoir la formation. Bien sûr. Et je voulais juste revenir peut-être sur la question que tu m'avais posée tout à l'heure par rapport au moment où est-ce que j'étais fier fier et tout. Vas-y. C'était là c'est vraiment sur la pratique sportive. Quand tu vas faire du sport et que tu vois des mecs qui sont parfois sportifs de haut niveau et qui font sport à côté de toi et que des fois tu rivalises avec eux sur d'autres sports, bah tu te dis ok, en fait tu fais du sport avec des gens qui sont compétents, quoi. Ouais, qui peuvent te donner des conseils. C'est ça, donc c'est vraiment ça a l'air assez bienveillant, quoi. Et puis voilà, c'est ça, les gens, les sportifs même de haut niveau qui sont avec toi, ils vont pas te dire de toute façon t'es nul, laisse-moi je vais te montrer comment on fait. Non, c'est vas-y, mais essaye de faire comme ça. D'accord. Fin d'année, c'est terminé. Ouais. Ce truc de c'est terminé, est-ce que ça te met une pression? Où est-ce que tu te vois là, à la fin de l'année, et même, je sais pas, potentiellement dans 2-5 ans? Ça met une pression, oui et non, parce que mine de rien, je suis content d'en finir. C'est bon, t'en as marre? 5 ans, pour moi, ça ira. Là, tu vas taffer, là? Voilà, là tu commences à avoir, tu te dis 5 ans c'est passé vite, mais en même temps j'ai envie d'aller travailler. Tu demandais du coup si j'avais la pression. Bah après t'as la pression, tu te dis faut que je trouve quand même là il me reste quand même à trouver un stage de 6 mois. De 6 mois à partir de mi-février début mars. Est-ce que justement ce stage de 6 mois pourrait te permettre de déboucher sur un CDI? Bah après voilà, l'idée c'est de trouver quand même une entreprise qui te propose un emploi à la clé. Après on va pas faire les compliqués à dire ah ouais mais vous m'offrez pas d'emploi à la fin du stage. De toute façon il y a aucune entreprise qui va te dire ça. Voilà c'est ça. Alors, donc de toute façon, n'arrivera pas. Donc de toute façon déjà trouver le stage. Puis je suis plus dans l'optique chaque chose en son temps, je vais en fonction des opportunités. J'ai pas envie de me faire un plan de carrière tout défini parce que on sait jamais comment ça va se passer. Ok. L'émission elle touche bientôt à sa fin, mais je voulais savoir si t'avais une petite reco pour nos auditeurs qui permettrait de se plonger un peu plus dans STAPS ou dans le management sportif. Est-ce que t'as un truc, tu vois, je sais pas, une conférence, un film, un livre? Une conférence, non, peut-être pas de conférence. Non, mais tu vois, je te donne des exemples. Un livre, le livre dont je parlais, le manager. Football Manager, tu vois. Si vous voulez jouer à Football Manager, ça peut être intéressant, mais c'est un domaine où, si vous voulez aller en management du sport, la chose qui peut vous aider, je pense, c'est de se renseigner sur ce qui se fait dans le monde du sport. Alors, quand je dis se renseigner sur le monde du sport, c'est pas aller sur l'équipe et dire ah c'est bon, je connais tous les résultats de la dernière journée de Ligue 1, tous les résultats de la dernière journée de Top 14. C'est pas ça, c'est aller se renseigner sur les événements qui sont réalisés, les activations qui sont faites, les contrats de sponsoring qui sont Est-ce que t'as peut-être des comptes Insta ou Twitter ou Facebook qui te renseignent là-dessus, à conseiller? Je crois il y a un site qui s'appelle Sport Business. Qui doit être assez intéressant. Et après, sinon, il y a le livre dont je parlais tout à l'heure de notre directeur de master, qui est le marketing des fédérations sportives, qui est très intéressant parce que tu vois comment faire du marketing parce qu'une fédération sportive, en fin de compte, c'est une association, hein, donc tu vois comment mettre en place du marketing, quels sont les objectifs d'une fédération, parce que comme ça, moi au début, quand je suis arrivé, on m'a dit il y a du marketing dans les fédérations, je dis ok, mais c'est quoi l'objectif? Donc des trucs comme ça. Après, les films, tous les films qui parlent du sport, ou les séries qui parlent du sport, ça reste une mine d'or incroyable. T'en as une bonne série là comme ça?
J'ai entendu parler de Ted Lasso. Je sais pas. Alors Ted Lasso, j'ai pas vu. Par contre, celle on nous a parlé régulièrement en cours, c'est The Last Dance sur Michael Jordan. Ouais, bien sûr. Alors forcément, ça nous montre Michael Jordan comme un homme. On voit pas ses mauvais côtés, on va dire. Bien sûr. Ça permet de revenir sur la naissance. Une légende, puis la naissance de la puissance de Nike. Oui, bien sûr. Non, faut pas oublier quand même que il y est pas pour rien, Michael Jordan. Puis ça, je trouve que par rapport au sport business, c'est quand même un exemple assez incroyable. Je crois que Michael Jordan, c'est le seul qui a sa silhouette en logo, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça, c'est l'un des seuls sur une marque comme ça. Donc Michael Jordan, il y a la série après, mais ça c'est plus, j'ai envie de dire, l'effet qu'il y a eu autour de cette série qui est Drive to Survive. Parce que la Formule 1 aujourd'hui, personnellement, je trouve que c'est l'un des meilleurs exemples de comment conquérir un nouveau public et comment relancer un sport qui était vieillissant. Mais alors justement, c'est très intéressant. Enfin, pour y avoir un débat, on va vraiment raccourcir le truc. Je dis juste ça. Mais il y a des écuries qui se sont plaintes parce que elles ont dit que Netflix faisait exprès de faire du storytelling et manipulait les images pour dire que ce pilote-là était contre ce pilote-là alors que pas du tout. Oui, toi, t'en penses quoi? Tu vois, Max Verstappen, par exemple, qui dit qu'il veut pas participer à la prochaine saison. Bon, c'est peut-être un peu, comme tu l'as dit, l'expression tout à l'heure, cracher dans la soupe. Personnellement, je le vois comme ça parce que c'est être un peu ingrat face à quelque chose quand même qui a donné de la visibilité à la Formule 1, une visibilité énorme. Mais écoute, maintenant, je regarde la Formule 1, tu vois ce que je veux dire? Alors que les courses ne sont pas particulièrement bon, cette année, c'est à part, mais les courses sur les 3 dernières années où couvraient les saisons de Drive to Survive. C'est combien de fois que Hamilton elles sont pas particulièrement plus passionnantes que les courses qu'il y avait avant, à l'époque. Bien sûr. Donc voilà, là, on arrive vraiment à la fin. Je voulais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour avoir des informations sur Staps, si des gens ont des questions. Il y a Hugo Martinez Munoz sur LinkedIn. Si vous voulez pour une question. Après, je le mettrai en description de toute façon. Il y a Instagram. Voilà, je pense que si vous avez après, il y a mon mail, si vous voulez, à l'ancienne. Mais si vous avez LinkedIn suffira. Voilà, c'est ça. Si vous avez des questions sur Staps, je serais ravi d'y répondre en tout cas. Et puis. Ok. Voilà. Bon, super. Hugo, merci beaucoup d'être venu nous parler de tes études. Merci. J'espère que t'as passé un bon moment. Oui, Ça va. Ça m'a fait plaiser. Tu souffles, la pression descend ou t'as pas de pression? Non, ça allait. Zéro pression, comme d'habitude. Parler de ce qu'on sait, de ce qu'on fait, ça, c'est pas trop, pas trop de pression. Bon, ça va alors. Merci à vous d'avoir écouté cette émission, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, ou bien à le noter sur iTunes avec une critique de votre plus belle plume. Ça ferait extrêmement plaisir. J'ai créé un compte Twitter @qu'est-ce que tu vas faire plus tard, j'ai pas trouvé plus long comme nom, où je relayerai les infos du podcast et ce dont on a parlé à chaque épisode. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Salut. Goodbye. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon choix. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne doit pas vous rater la semaine prochaine.